ce que je vous propose, c'est un plan en 3 parties, 3 temps. Un premier temps du 19e siècle qui va nous mener de la peur au rapprochement. Et ici, je mettrai un point d'interrogation, parce que la question, justement, elle reste ouverte. Mais en tout cas, au 19e siècle, on a plutôt une dynamique de rapprochement. On va avoir un deuxième temps que je ferai aller de 1914 à 1968, qui est une période franchement sombre pour les polices, pour la relation police-société. Mais on va voir justement, à travers toutes les crises, notamment les guerres, comment justement la police va réussir ou pas à garder finalement une place dans la société. Et on terminera avec la dernière partie, l'après 68, pour voir justement jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui change. Alors je vous précise d'emblée que mon champ de spécialité à titre personnel, c'est l'histoire du 19e siècle. Donc tout ce que je vais vous dire en première partie, je l'ai travaillé de première main, c'est vraiment mes sujets de recherche. Ce que je vous dirai en deuxième partie, j'ai quelques compétences à le dire, mais c'est déjà moins mon champ de spécialité. Et ce que je vous dirai en troisième partie relève du débat, de la discussion. Parce que pour ce qui est de la police depuis 68, c'est une autre histoire qui est également ouverte et donc dont on pourra certainement discuter. Première partie donc, et faisons d'abord connaissance avec ceux qui incarnent cette police du 19e siècle. Alors je vous ai mis au-dessus les 5 principales forces de police. C'est pas en fait des institutions au sens strict, sauf la première, la gendarmerie. Et vous avez ici la photographie la plus ancienne que l'on ait de gendarmes, photographie qui malheureusement n'a pas été suffisamment datée, mais on peut faire l'hypothèse qu'elle date du Second Empire, des années 1860. C'est la photographie la plus ancienne donc, de gendarmes. La gendarmerie, c'est l'institution clé pour le 19e siècle. C'est celle qui, par son effectif, par son ancrage dans la société, est la plus importante. Il y a une deuxième institution qui a une place particulière, c'est la préfecture de police. Pour Paris, mais aussi pour tout le département de la Seine, donc Paris et proche banlieue, sont gérés de manière totalement différente. Parce qu'effectivement, c'est un enjeu de sécurité spécifique. Troisième cas particulier, alors je peux les regrouper d'ailleurs, les polices municipales. C'est-à-dire que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le statut normal des polices en France, c'est un statut municipal. Il n'y a de police que municipale, avec des exceptions qui sont justement les polices dites étatisées, c'est-à-dire les polices pour lesquelles le financement et la prise de décision se fait directement depuis Paris. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail ici, c'est très technique et ce n'est pas le plus intéressant, mais c'est d'abord Lyon, c'est ensuite Marseille, c'est Nice, c'est Strasbourg. C'est en gros toutes les villes pour lesquelles il y a des enjeux de sécurité un peu particuliers, ou des concours de circonstances qui rendaient possible justement de mettre en place cette étatisation. Alors, des polices municipales, donc, et la dernière police, qui est en fait sur le papier l'une des plus importantes, ce sont les gardes champêtres, la police rurale, puisqu'il y a un statut depuis la Révolution française du garde champêtre, et donc le garde champêtre est un agent de police payé par la municipalité, c'est dans le cadre rural principalement. Il peut y avoir en théorie des gardes champêtres dans les villes, ça revient à la même chose qu'une police municipale aujourd'hui. Alors j'en parlerai pas beaucoup des gardes champêtres parce qu'ils vont en réalité avoir beaucoup moins de poids dans le rapport police-société. Les deux institutions que je vais le plus évoquer, ce sont les deux plus connues, les deux plus étudiées et les deux plus centrales, c'est la gendarmerie et la police de Paris. Donc la gendarmerie pour la province et la police de Paris, évidemment par son poids un peu particulier ici. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est la première idée sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'avant tout, il y a une grande distance entre les forces de police que je viens d'évoquer et la société. Une distance qui est tout simplement liée d'abord au nombre. Les gendarmes, c'est la force de police la plus importante, ils sont extrêmement peu nombreux. En 1847, voyez, les compagnies en grisé sont des compagnies qui ont entre 150 et 200 gendarmes pour tout le département. Les compagnies en blanc, donc les départements en blanc, ont moins de 150 gendarmes.
Donc vous voyez bien que dans la majeure partie du pays, les gendarmes, en réalité, ils sont assez absents, tout simplement. Hein. On les voit dans les sous-préfectures, on les voit dans les gros chefs-lieux de canton. Ils sont censés parcourir les campagnes et parcourir chaque village au moins 2 fois par mois, c'est l'obligation légale. Il n'est pas sûr qu'ils parviennent à le faire, notamment dans les régions de montagne, où évidemment la question des distances peut vite devenir très compliquée. Donc première remarque importante ici à garder en tête, hein, les gendarmes finalement sont peu nombreux. Et je peux vous dire la même chose des policiers parisiens. Les sergents de ville de Paris, l'institution est créée en 1829, pour tout Paris, on prévoit 200 sergents de ville. Donc vous imaginez bien qu'on ne les voit pas très souvent en réalité dans les rues. Donc ça c'est la première remarque importante. Une distance tout simplement par l'absence. Et une distance aussi sociologique, une distance culturelle, une distance très forte. Elle découle notamment des critères de recrutement ici de la gendarmerie. La loi du 28 Germinal an 6, 1798, hein, c'est la Révolution française, c'est la loi qui fixe les grands critères, qui vont rester assez stables d'ailleurs, j'y reviendrai après. Les critères d'âge, je ne reviens pas dessus. On demande à ce que le nouveau gendarme sache lire et écrire correctement, 4 ans d'expérience militaire, des certificats de bonne conduite en tout genre, et une taille d'1,73 m. Alors, si vous prenez les éléments un par un, ben, c'est déjà très éloquent, parce que savoir lire et écrire correctement dans la France du début du XIXe siècle, en considérant qu'ils ne sont pas très regardants en réalité, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être regardants, 1 homme sur 3, hein, à peu près, et en étant plutôt généreux sur l'évaluation. 4 ans de service militaire, alors là, c'est très particulier. Révolution Empire, forcément, avec Napoléon, la plupart des Français ont fait la guerre. Ils ont l'expérience militaire. Mais après Napoléon, à partir de 1815, le service militaire, il existe, mais il existe suivant un système de tirage au sort. C'est-à-dire qu'on tire au sort, et seule une petite partie de malchanceux, ce qu'on appelle les mauvais numéros, sont obligés de faire un service militaire long. Ça veut dire que là, vous éliminez les 3/4 des Français qui n'ont pas fait le service militaire, qui ne sont pas forcément ceux qui, par ailleurs, savent lire et écrire. Donc on voit bien que le réservoir se rétrécit, la distance est déjà forte. Et puis le pire critère, c'est le numéro 5, 1,73 m. Mais dans la France du début du 19e siècle, c'est des géants. La moyenne de taille pour les hommes au début du 19e siècle, la médiane, c'est 1,63 m. Donc c'est des très grands. Hein. Il faut rappeler, hein, ça c'est un effet transformation de l'alimentation, des conditions de vie. On a beaucoup grandi à l'époque contemporaine, et spécialement au 19e siècle. Mais du coup, le profil du gendarme qui se dégage, et c'est la même chose pour la plupart des policiers, c'est un profil qui est vraiment quelqu'un de très atypique, qui n'est pas du tout monsieur tout le monde. Par sa formation, par son allure même, tout simplement, c'est quelqu'un qui est assez extérieur à la société. Et non seulement il est extérieur, mais sa mission, c'est de venir perturber cette société. C'est une mission d'intrusion. Alors, c'est une idée, je crois, importante, parce qu'il faut comprendre ce que font concrètement, hein, ce qu'on demande à ces gendarmes et à ces policiers. Pour les gendarmes, c'est assez simple. Ils doivent faire appliquer la législation. C'est logique. Mais cette législation n'est pas forcément populaire. Et elle entre souvent en contradiction avec les usages coutumiers, avec les traditions, tout simplement. Alors, le code pénal, évidemment, c'est la base, justement, des textes de loi. C'est pas toujours conforme à ce que les Français et les Françaises attendent. Il y a un certain nombre de crimes et de délits pour lesquels il y a une tolérance de la société, ou une volonté, en tout cas, de ne pas voir. Typiquement, c'est le cas des infanticides. Alors, l'infanticide est évidemment punissable, mais on voit assez souvent des cas où les mères préfèrent ne pas voir, préfèrent ne pas signaler. La mission des gendarmes ici, c'est justement de faire appliquer la loi, y compris si la communauté villageoise trouve que la loi est mal faite. C'est encore plus vrai avec le code forestier. Alors ça, évidemment, on est moins familier de ça dans nos sociétés urbaines contemporaines, mais la forêt, au XIXe siècle, c'est une ressource capitale pour la survie des populations, notamment en région de montagne. Dans les régions de montagne,
on peut survivre justement parce qu'on tire profit du bois de chauffage, de la cueillette, d'un certain nombre de récoltes forestières que l'on peut faire. Or, le Code forestier de 1827, c'est un texte de loi qui a deux objectifs. Un objectif écologique, c'est vrai, hein, il est présenté comme tel, protéger les forêts, mais aussi, et c'est la priorité de l'époque, un objectif économique, rendre les forêts plus rentables. Et si on veut rendre les forêts plus rentables, ça veut dire qu'il faut interdire au peuple d'y aller. Ça veut dire qu'il faut contrôler davantage. Et ça veut dire que les usages traditionnels consistant, par exemple, à ramasser du bois de chauffage, deviennent désormais des délits, sanctionnés par des amendes ou par des peines de prison. Et vous voyez bien pourquoi la gendarmerie, dans l'histoire, va vite devenir impopulaire. C'est exactement la même chose pour la police de la chasse. C'était un grand enjeu sous la Révolution française. Sous la Révolution française, la liberté de la chasse était considérée justement comme une priorité. C'est un point amusant, parce qu'il est dans le débat politique aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui d'ailleurs. J'entendais ce matin Fabien Roussel, le candidat communiste, qui défendait le droit de chasse au nom des héritages de la Révolution, en opposition à ce qu'avait dit Yannick Jadot, qui voulait réglementer davantage la pratique de la chasse. En fait, c'est effectivement un débat qui remonte au XIXe siècle, parce qu'une des questions qui se pose ici, c'est savoir qui et quand a le droit de chasser. Après la Révolution française, s'était imposée l'idée que tout le monde faisait ce qu'il voulait. Pas très bon pour l'écologie, et pas très bon surtout pour les riches propriétaires qui veulent garder le gibier pour eux. Donc là aussi, loi de 1844, dont le principe est très simple, on établit un permis de chasse payant. Le permis de chasse, c'est simplement un impôt qui permet de distinguer des chasseurs qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent et les autres qui n'ont plus le droit de rien faire. Là encore, mission à appliquer par la gendarmerie. Avec cette circonstance complémentaire que faire la police de la chasse, ça veut dire aller mettre des amendes à des gens qui, par définition, sont armés et souvent dans des endroits un peu isolés. Ça peut finir un peu de cette manière-là. Hein, pour reprendre une illustration de la fin du XIXe siècle, ici du Petit Journal, mais qui reflète une réalité. Hein. La plupart des gendarmes tués en service au XIXe siècle le sont à propos de la police de la chasse, qui est vraiment le service le plus dangereux. Un dernier exemple qui peut là aussi faire écho à nos débats contemporains, c'est la loi de 1851, qui est une loi oubliée, trop méconnue, mais qui est en fait l'ancêtre du Code de la route. C'est la loi sur la police du roulage. C'est celle notamment qui établit le principe selon lequel on roule à droite et selon lequel on cède la priorité à droite. Et cette loi, elle fixe un certain nombre d'obligations pour les usagers de la route. Un exemple, l'obligation d'être toujours vigilant. Alors vous me direz que c'est plutôt une bonne chose et un principe de bon sens. Mais le problème, c'est que quand vous êtes un paysan qui va au marché, à la foire, dans la solitude la plus totale à 6 heures du matin et que l'animal connaît le chemin, il est fréquent que le paysan dorme sur sa carriole. Et là, tout l'enjeu, c'est que les gendarmes, justement, ont pour mission, s'ils repèrent quelqu'un qui est distrait, et là c'est le cas, c'est de mettre une amende. Alors, normalement, le résultat, vous vous en doutez, c'est une impopularité forte. Mais cette impopularité, on peut tout de suite la nuancer. Parce que si on regarde la pratique, si on regarde les procès-verbaux de police du roulage, je l'ai fait pour le département du Nord, vous remarquez tout de suite une curiosité. Les gendarmes mettent des procès-verbaux aux gens qui n'habitent pas le canton qu'ils surveillent. Alors, deux hypothèses sont possibles. La première, c'est que les gens du canton en question sont très prudents. On peut avoir un doute là-dessus. La deuxième, c'est que les gendarmes ont appris à négocier la popularité. Et évidemment, c'est l'hypothèse la plus plausible ici. Alors, tout ce que je viens de vous dire, malgré tout, explique qu'on ait des peurs et des haines dans cette société du milieu du XIXe siècle. Ces peurs et ces haines, on peut les mesurer, c'est ce qu'a fait un de mes collègues, Aurélien Lignereux, dans un livre qui s'appelle « La France rébellionnaire ». Alors je vous le cite, y compris pour son illustration de couverture, qui est un bonheur d'archives, une trouvaille d'archives assez incroyable. C'est une lettre anonyme adressée à une caserne de gendarmerie en 1820
Et vous voyez avec ce dessin qui représente un gendarme dans lequel on a planté un sabre, ce qui dit bien le sort qu'on réserve aux gendarmes. Alors, Aurélien Lignereux a mené une enquête sur l'ensemble de la France pour mesurer justement, c'est cette carte, le nombre de rébellions contre la gendarmerie. Alors c'est une méthodologie assez complexe parce qu'il ne s'intéresse qu'aux rébellions collectives. Parce que les rébellions individuelles, on ne peut pas les mesurer, il y a trop de changements législatifs. Mais il y a une catégorie qui reste stable jusqu'en 1860, c'est ce qu'on appelle la rébellion collective. Donc être à plusieurs, armés ou pas, refuser d'obéir, protester, parfois commettre des violences contre les gendarmes. Là, vous voyez la carte de la France dangereuse. Alors cette carte de la France dangereuse, en fait, elle n'est pas surprenante du tout. D'abord, on retrouve une grosse opposition France du Nord-Est, France du Sud-Ouest. Ce qu'on appelait communément la ligne Saint-Malo-Genève, parce que vous avez une France plus riche, qui est la France du Nord, et une France plus pauvre, plus rurale, plus traditionnelle, moins intégrée, qui est cette France de la moitié sud. Ça, c'est le premier élément qu'on repère immédiatement. Deuxième élément, on repère des régions de montagne. Et en fait, c'est là les terrains les plus dangereux pour les gendarmes. C'est les Pyrénées, c'est le Massif central, ce sont les Alpes. C'est là qu'on a le plus de confrontations. Parce que c'est là que les populations sont justement le plus perturbées dans leurs usages traditionnels, notamment pour les forêts, mais pas seulement. On repère aussi le poids de la Bretagne dans cette histoire, et spécialement de la région vendéenne. C'est pas un hasard, c'est un héritage de la Révolution française, c'est l'héritage des résistances vendéennes, de la chouannerie, justement, contre l'État central. Donc là, c'est un élément qui s'explique assez bien. Petite particularité aussi, c'est le nord de la France. En fait, c'est moins connu, mais c'est une autre chouannerie, c'est un peu la même chose, avec notamment des refus d'obéir au service militaire, qui était très fort, et qui explique, là aussi, qu'il y ait beaucoup de rébellions. Alors, des rébellions, des violences et des violences qui peuvent prendre des formes exceptionnelles. Par exemple, en 1851, alors, il y a un contexte politique sur lequel je ne vais pas revenir ici, parce que ça nous emmènerait trop loin, mais c'est le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Il y a des tensions un peu partout dans le pays, situation de quasi-guerre civile. Et dans ce contexte-là, ici, dans l'Hérault, ici, à Bédarieux, pour être très précis, c'est à la limite des Cévennes, du Massif central naissant, on a justement une révolte des populations ouvrières et paysannes qui se révoltent, qui créent une sorte de commune, finalement, en opposition avec le pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, et qui s'en prennent immédiatement à la gendarmerie. La gendarmerie est la première cible, parce que c'est l'institution qui représente l'État. Donc, on assiège la caserne. Alors, il faut être précis. On assiège la caserne, mais pas pour la détruire. Dans la première étape, on voulait juste prendre les armes des gendarmes et laisser les gendarmes. Sauf que cette gendarmerie-là est dirigée par un sous-officier un peu impétueux, et c'est un euphémisme, qui va sortir avec un fusil et qui va abattre un des insurgés juste en face. Ça crée une ambiance assez détestable, vous l'imaginez bien, et donc la caserne est assiégée, incendiée, les gendarmes sont pourchassés, plusieurs sont tués, et on a donc ce témoignage notamment qui vient des procédures judiciaires, avec le gendarme Lame, qui dit « Que voulez-vous faire de moi ? Nous voulons te tuer, gros C, mettez ce que vous voulez pour le C, il y a plein d'injures qui commencent par cette lettre, je ne sais pas laquelle est la bonne ici. » Répondirent plusieurs ouvriers. « Je vous demande grâce. Nous en as-tu fait avec tes procès-verbaux ? Tu nous as réduits à 20 sous par mois, disaient les uns. Il faut que tu passes, que tu meurs. Il y a trop longtemps que tu achètes des vignes avec notre argent. » Parce qu'ici, il y a une idée très forte. C'est l'idée que le gendarme, c'est celui qui met des amendes, donc c'est celui qui prend l'argent. Évidemment, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas totalement faux non plus. Parce qu'à cette époque-là et jusqu'au milieu du XIXe siècle, les gendarmes touchent des parts d'amende, des primes. C'est-à-dire que plus ils mettent d'amende, plus leur solde va s'élever. Ça va disparaître dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On va comprendre que ce n'est pas une très bonne idée politique que de maintenir ce système-là. Mais à l'époque, ça explique qu'on ait ce genre de représentation et que ça aboutisse à ce genre de scène de violence.
Alors bien sûr, ces violences, elles sont extrêmes, elles sont aussi minoritaires. Et c'est moins une haine qui s'exprime par la violence que par le mépris, la colère, les injures très présentes. Il y a tout un catalogue d'injures recensées dans les procès-verbaux pour outrage, hein, justement, c'est très inventif. La particularité de la gendarmerie étant qu'elle retranscrit normalement littéralement. C'est vraiment ce qu'ils apprennent au XIXe siècle, à retranscrire littéralement les injures. Et dans de rares cas, on peut voir justement qu'il y a un peu de malice. J'avais un exemple de procès-verbal assez incroyable d'un chef de brigade dont le gendarme prend un malin plaisir à recenser toutes les injures qui visent son chef, parce que toutes les injures disent que le chef, justement, est cocu, que sa femme couche avec tout le monde, etc. Et on comprend que le gendarme, en fait, envoie des messages à travers le procès-verbal qu'il rédige. Passons. Cette forme-là, on la connaît encore aujourd'hui, hein, de violence notamment verbale, mais à l'époque, c'est Guignol. C'est l'exemple le plus emblématique. Le théâtre de Guignol, au XIXe siècle, il va changer totalement de nature. Et ça, je pense que c'est fondamental à comprendre. Dans la première moitié du XIXe siècle, Guignol, c'est pas pour les enfants, c'est adulte. C'est même très sulfureux, c'est souvent assez vulgaire et c'est extrêmement carnavalesque. On s'attaque à l'autorité. Et c'est pas un hasard si le gendarme finit toujours par se faire tuer dans le théâtre de Guignol, première version. Alors le Guignol à Lyon, le Lafleur à Amiens, il y a plein de variantes, hein, mais le théâtre de marionnettes, ça existe un peu partout, et un peu partout, le gendarme finit par se faire tuer. Et puis ce théâtre-là, il évolue. Il va s'embourgeoiser, il va devenir plus respectable, il va devenir un spectacle pour enfants. On va garder les coups de bâton qui tombent sur le gendarme, parce que ça fait rire. Mais désormais, ça ne sera plus la fin de l'histoire. Le gendarme prend des coups par erreur ou par malice de Guignol, mais à la fin, le gendarme est du bon côté avec Guignol. Et on voit bien comment il y a un vrai changement qui se fait, et ce changement, il résume d'une certaine manière ce processus d'acceptation. Au long du XIXe siècle, on évolue, on passe d'un rapport principalement conflictuel à un rapport apaisé. Alors cet apaisement, il se fait avant tout, c'est mon hypothèse en tout cas ici, par la plus grande familiarité des relations entre police, gendarmerie et société. Cette familiarité, ça ne va pas vous surprendre, hein, elle est d'abord liée à l'augmentation des effectifs. Plus de policiers et plus de gendarmes, ça veut dire plus d'uniformes dans les rues, mais ça veut dire aussi plus d'occasions de les rencontrer, d'échanger, ce qui est rare et souvent plus inquiétant que ce que l'on voit au quotidien. Donc ça, c'est un premier élément important. Cette présence renforcée, elle s'accompagne aussi de changements dans les discours. Alors, on le voit particulièrement pour la police parisienne. Vous avez ici le sergent de ville, typique, justement. Alors, il s'appelle sergent de ville jusqu'en 1870. Puis à ce moment-là, on change le nom de l'institution et on les appelle les gardiens de la paix. Donc, c'est la police en tenue. Cette police en tenue, ils sont désormais beaucoup plus nombreux, plusieurs milliers. Donc là, on les voit partout dans Paris. Ça fait partie désormais du paysage de Paris à la fin du XIXe siècle. Et ces gardiens de la paix, on attend d'eux qu'ils se comportent bien avec le public. Et notamment, pour qu'ils se comportent bien, la réforme de 1854 prévoit un petit détail fondamental, c'est un numéro de collet. Sur le col du gardien de la paix, il y a un numéro qui l'identifie. Et c'est pour ça que dans la littérature fin 19e, on parle parfois de l'agent 64, de tel ou tel numéro, parce que les agents sont identifiables immédiatement par les populations. Ce qui permet évidemment de signaler des abus et des excès. Alors attention, hein, pas de contresens ou d'anachronisme, les populations les plus pauvres ont très peu d'opportunités de se plaindre, parce que leurs plaintes ont peu de chances d'être entendues. Et en général, ils ne se plaindront pas. Mais en revanche, ce qui est déterminant ici, c'est pour les populations bourgeoises, qui peuvent désormais signaler notamment les écarts de langage des policiers, qui peuvent exiger que la présentation des papiers leur soit demandée en termes polis, etc. Et du même coup, il y a quand même tout un ensemble de normes de politesse, de normes de civilité qui s'imposent. Alors qui aboutissent à la volonté de mettre en scène
avec la police parisienne, une vraie police moderne, civilisée, exemplaire. Et ça, c'est le préfet Louis Lépine, qui va être un artiste de la communication, parce que lui, il va aller jusqu'à envoyer ses agents de police suivre des cours d'anglais pour pouvoir répondre aux touristes anglais. Alors, ce qu'on appelle les agents Berlitz, parce qu'ils ont suivi les cours de l'agence Berlitz, 3 heures d'anglais. 3 heures d'anglais dans toute leur formation professionnelle. Donc je ne suis pas absolument sûr qu'ils répondaient efficacement aux touristes perdus. Mais en tout cas, on est dans la communication et dans la volonté justement de montrer une autre image. Alors les mêmes remarques s'appliquent à la gendarmerie. On le voit d'ailleurs, ça, je n'ai pas précisé la date, mais c'est un tableau de la fin du 19e siècle, des années 1880. Dans l'iconographie, le gendarme est de moins en moins représenté comme un militaire armé en chevauché. Et la plupart des représentations du gendarme dans la peinture, ça devient des représentations de ce type. Un ou plusieurs gendarmes, un paysage champêtre, souvent pluvieux, et toujours un civil. Et un échange, un dialogue, on ne sait pas de quoi ils parlent, on ne sait pas ce qu'ils font, mais ça renvoie l'idée que le gendarme, désormais, son métier principal, c'est de parler et d'écouter. Et ça change quand même considérablement les choses. Alors, quand on y regarde de plus près, et quand on essaye de comprendre comment on en est arrivé là, il y a un élément qui me semble essentiel, notamment pour la gendarmerie, c'est un élément tout simplement sociologique. Je reviens un tout petit instant en arrière sur la question du recrutement. Il y avait ces critères de recrutement que je vous ai montrés. Si je vous dis comment ils évoluent, vous allez voir pourquoi tout le paysage change. On demande toujours, à peu de choses près, la même chose. Savoir lire et écrire, à la fin du 19e siècle, c'est toujours le critère. On ajoute savoir rédiger, ce qui veut dire savoir faire un texte de plusieurs lignes. Mais on ne demande pas, par exemple, le certificat d'études. Or, désormais, c'est plus un homme sur 3, c'est 95% des hommes qui savent lire, écrire, rédiger. De la même manière, on demande toujours le service militaire, une expérience militaire. Mais à partir de 1872, tous les hommes font le service militaire. Il n'y a pratiquement plus d'exceptions, sauf ceux qui sont réformés. Et puis, troisième élément, cette fameuse taille d'1,73 m, les critères là-dessus vont diminuer. Le gendarme de la fin du 19e, on demande la taille de 1,66 m, alors que dans le même temps, la population grandit. Finalement, les Français grandissent, les gendarmes rapetissent. Et d'une certaine manière, ce paysage a tellement changé que le gendarme n'est plus un être exceptionnel, il est un peu monsieur tout le monde. Et cette normalisation, cette banalisation de la figure du gendarme, elle facilite son insertion sociale et familiale. Ce que vous avez ici, c'est la photographie d'une cour de caserne. Et j'aime bien cette photographie parce qu'elle montre que la caserne de gendarmerie, c'est un espace où vous avez certes un gendarme et des chevaux, mais vous avez surtout des femmes et des enfants. Parce que les gendarmes se marient. 95% des gendarmes se marient. Ils ont des enfants, peu, c'est une profession très malthusienne, ce qui est assez logique parce que les logements dans les casernes sont très petits, mais en revanche, par nécessité, si vous voulez, les femmes ont des relations dans la société, les enfants vont être scolarisés, enfin, il y a des liens qui se nouent, et le gendarme ne peut plus être l'étranger qu'il était au début du XIXe siècle. Il y a nécessairement une inflexion. Cette inflexion, j'ajoute qu'elle s'accompagne d'un changement de fond, c'est que à la fin du XIXe siècle, la demande de sécurité augmente. Alors ça peut paraître assez banal, on pourrait sans doute faire l'hypothèse que les Français de tout temps voulaient être en sécurité, certainement, mais ils ne le demandaient pas à l'État. Au XIXe siècle, la réponse la plus courante quand on craint pour ses biens, quand on craint d'être volé, c'est de se débrouiller soi-même. Et ce qui évolue au XIXe siècle, justement, c'est que de plus en plus, on considère que c'est à l'État d'assurer la protection des biens et des personnes. Et du même coup, cette gendarmerie, au lieu d'être considérée comme l'outil d'une politique de l'État impopulaire dont on ne veut pas forcément et qui nous ennuie, elle devient l'outil d'une protection des biens et des personnes, ce qui est évidemment pas du tout la même chose.
Alors ce glissement, cette demande de sécurité croissante, elle culmine à la toute fin du 19e et au début du 20e siècle avec véritablement une médiatisation de l'insécurité. Le terme insécurité, dans son sens contemporain, il apparaît justement dans les années 1900. Et c'est lié à des événements qui font extrêmement écho avec aujourd'hui. D'abord, la peur du terrorisme anarchiste. Ici, un tract, j'aime bien le présenter à mes étudiants à la Sorbonne, puisque ce tract propose, il a été saisi, de faire sauter la mairie, le Panthéon, la Sorbonne, Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Jacques-du-Haut-Pas, Saint-Séverin, ainsi que les couvents seront détruits. Vive la science, vive la dynamite. Alors, ça pose un peu le décor, l'ambiance. Les anarchistes sont pas si nombreux et donc pas si dangereux, mais ils ont vraiment suscité la peur au début des années 1890. Il ne faut pas le sous-estimer. Ça a compté aussi dans l'idée que, du même coup, police et gendarmerie devenaient d'autant plus populaires, parce qu'on voyait, d'une certaine manière, leur utilité. Et puis c'est encore plus vrai avec la peur du vol, du brigandage, du banditisme. Ici, ça c'est en 1906, c'est les chauffeurs d'Hazebrouck, dans le nord de la France. Les chauffeurs, c'est un surnom qui vient de la Révolution française, c'est ceux qui brûlent les pieds pour vous faire avouer où vous avez caché votre argent. Alors, il y a un certain nombre de faits divers tragiques en 1906-1907. Bon, le pays n'est pas à feu et à sang, il ne faut pas exagérer, mais par contre, les médias se saisissent vraiment de ces événements, les dessinent, en font énormément de caisses de résonance politique, et le résultat, là aussi, c'est que on en vient à demander plus de moyens pour la gendarmerie. Même remarque pour la police. Et ici, cette célèbre une du Petit Journal nous représente l'opposition entre le petit nombre et donc la petite taille du sergent de ville, du gardien de la paix, et l'Apache. L'Apache, c'est vraiment la figure du jeune voyou dans la France des années, dans le Paris des années 1900. Ici, tout à fait emblématique, la casquette, le foulard rouge, le surin, le couteau. Là, c'est le portrait typique de l'Apache. Dernier exemple, mais c'est pour couronner le tout, c'est pour faire la synthèse de tout ça. Parce qu'eux sont à la fois des bandits anarchistes et des bandits tout court, la bande à Bonneau. La bande à Bonneau qui, en 1912, sème véritablement la peur. Ils sont vraiment à la une des journaux pendant des semaines, notamment parce qu'ils inventent un nouveau type de banditisme. La bande à Bonneau ont inventé, en tout cas ont importé en France le hold-up. Notamment parce qu'ils commettent le même jour le vol d'une automobile en banlieue sud pour ensuite aller en grande banlieue nord à Chantilly commettre un hold-up contre la Société Générale. Donc on a vraiment ici un nouveau contexte qui rend du même coup la demande de sécurité plus forte et du même coup gendarmerie et police mieux acceptées. Dernier élément pour le XIXe siècle, la principale limite à ce rapprochement, c'est la question du maintien de l'ordre. C'est tout simplement le fait que les gendarmes et les policiers ont aussi l'image de ceux qui cognent dans les manifestations. Et il y a des raisons à ça, parce qu'effectivement, ils cognent. Parce qu'on a un bilan assez tragique dans les différents événements révolutionnaires du XIXe siècle, mais aussi sous la Troisième République, avec des crises du maintien de l'ordre. La plus meurtrière a lieu en 1891 à Fourmies, dans le nord de la France. Vous avez ici des manifestants sur la place de la petite ville qui demandaient la libération de leurs camarades qui venaient d'être emprisonnés. L'armée est en face, il y a la gendarmerie aussi. Alors c'est l'armée qui a tiré ici, c'est un cas un peu particulier, il y a 8 morts. C'est particulièrement emblématique parce que, en plus, ces 8 morts sont pour 4 d'entre eux mineurs. Ce sont des enfants même. Il y a même cette morte emblématique, Maria Blondeau, que vous avez ici, qui tient une branche d'aubépine à la main. La branche d'aubépine, le 1er mai au XIXe siècle, c'était l'équivalent du cadeau de la Saint-Valentin. C'était signe qu'on l'avait en gros demandé en fiançailles. Donc, en plus, là, c'est l'héroïne romantique qui tombe sous les balles des soldats. Mais le drame de Fourmies, il est vraiment hautement emblématique de cette situation très conflictuelle en maintien de l'ordre. Et on retrouve ça, évidemment, dans de nombreux exemples
En province, il y a des morts dans les années 1900 à Saint-Nazaire, à Saint-Étienne, à Draveil, à Vigneux, dans le nord de la France également. Enfin, c'est de manière assez récurrente. Alors, ça, c'est vraiment une limite. Mais cette limite, là aussi, on peut la nuancer et on peut montrer que dans les années 1890-1900, on va vers un recul de la violence du maintien de l'ordre. Si vous voulez, le mouvement est lent, il part de loin, mais c'est quand même un mouvement d'apaisement et de rapprochement. On peut le voir notamment à Paris, avec la pratique du préfet Lépine. Parce qu'à Paris, entre 1893 et 1919, il n'y a pas de mort en maintien de l'ordre. Il y a de nombreuses manifestations, il y a de nombreux blessés, mais il n'y a pas de mort. Alors, quand on regarde la violence et les blessures des manifestants, on a tendance à se dire que le bilan est surtout miraculeux. Mais tout de même, c'est un chiffre déjà qui dit quelque chose. Et puis surtout, il y a une évolution, une plus grande régulation. Et là, il y a un exemple qui est très emblématique, c'est cette manifestation qui a lieu le 17 octobre 1909. 17 octobre 1909, c'est la deuxième manifestation de soutien à l'anarchiste espagnol Ferrer. Ferrer est un anarchiste qui vient d'être exécuté en Espagne. Ça a suscité un tollé dans toute l'Europe. Il y a des manifestations de soutien, de solidarité. On vise l'ambassade d'Espagne et on essaye donc d'aller attaquer l'ambassade d'Espagne. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a un cordon de police devant l'ambassade d'Espagne et que ça dégénère. Le 13 octobre, ça a vraiment dégénéré très gravement. Il y a de nombreux blessés, des destructions massives. On a été proche de la catastrophe et là, vraiment des morts. 4 jours plus tard, deuxième manifestation qui s'organise. Alors évidemment, du côté de la préfecture de police, on n'en voulait pas de cette manifestation. On demande l'interdiction qui est de droit, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de droit à la manifestation. Donc, on n'est pas dans un cadre légal. Il n'y a même pas besoin d'interdire la manif, il suffit simplement de l'empêcher. Donc, le préfet de police demande des moyens. Mais le président du Conseil, Aristide Briand, veut négocier. Il va négocier et il va trouver une solution originale qui est à l'origine de la manif moderne et que vous avez ici. Il demande aux socialistes qui organisent la manif de mettre en place un dispositif de ce qu'on appelle les hommes de confiance. Alors, on les appelle les hommes de confiance, il y a quand même une femme dedans. C'est quand même important de le signaler. C'est un service d'ordre, tout simplement. C'est la mise en place d'un service d'ordre, d'une manifestation qui fait sa propre police. Et là, il y a un vrai compromis qui est trouvé. La manifestation s'autodiscipline, en échange de quoi les policiers restent à distance. Parce qu'évidemment, pour éviter les incidents, on demande à la police de rester à plusieurs dizaines de mètres. On définit un périmètre autorisé pour la manifestation. C'est au fond le début de la manifestation moderne. Et ça suggère qu'on va vraiment vers cette pacification, ce rapprochement police-société dans la France de 1914. Au fond, pour terminer cette première partie, il y a simplement un événement qui prouve le rapprochement. C'est la mobilisation générale du 1er août 1914. Parce que quand le gouvernement donne l'ordre de mobilisation générale, on a une logistique invraisemblable. Il faut mobiliser des millions d'hommes, il faut mobiliser des chevaux, du matériel, des automobiles. Enfin, c'est d'une complexité folle. Et tout ça repose sur une administration qui fonctionne. Et en grande partie sur la gendarmerie, qui est chargée justement d'aiguiller tous les militaires. Ça ne peut marcher que parce que justement à ce moment-là, la gendarmerie est acceptée. Si elle n'était pas acceptée, on irait tout simplement à la catastrophe. Donc, d'une certaine manière, le bilan du XIXe siècle, c'est bien celui d'un rapprochement, mais un rapprochement qui reste quand même fragile et qui va être confronté à un demi-siècle de crise, les années noires. Alors, entendu au sens large, 1914-1968, alors on pourrait discuter du choix de 68, j'en reparlerai. Là, c'est un peu pour me simplifier la vie. La vraie période sombre, c'est 14-62. Parce que vous avez la Première Guerre mondiale. Vous avez la Deuxième Guerre mondiale. Entre les deux, ce qu'on appelle par la suite l'entre-deux-guerres est quand même happé dans une sorte de grande guerre de 30 ans, finalement, de 14 à 45. Et après 45, rien n'est vraiment fini,
notamment à Paris, parce que la guerre d'Algérie va avoir une incidence considérable sur les relations police-société jusqu'au début des années 60, au moins jusque 62. Et du coup, notre relation police-société, elle est beaucoup plus conflictuelle. Alors ça se mesure de plusieurs manières, mais avec tout de même quelques nuances. Alors, première manière de montrer justement cette tension qui augmente, c'est l'expérience de la Première Guerre mondiale. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, parce que là, ça serait un sujet en soi, évidemment. Mais pendant la Première Guerre mondiale, la gendarmerie, qui a un statut militaire, qui a toujours eu un statut militaire, reçoit une nouvelle mission, qui est la mission de prévôté. La prévôté, c'est la police aux armées. Et du coup, les gendarmes, enfin une partie d'entre eux, sont chargés justement de faire la police aux armées, c'est-à-dire concrètement chasser les éventuels espions, les indésirables de la zone de front, mais aussi traquer les éventuels déserteurs, les traînards, arrêter les soldats qui commettent des actes d'indiscipline. Là, on est au cœur des missions les plus impopulaires qui soient. Exemple emblématique, les soldats qui vont commettre des actes de pillage. Alors, il y a des pillages pendant la Première Guerre mondiale. Quand les soldats reprennent des nouveaux secteurs qui étaient sous contrôle allemand ou qui étaient tout simplement hors des zones de guerre, il y a forcément des pillages. C'est ce qu'on appelle pudiquement le système D. C'est le fait justement de se nourrir sur la ville. Alors, c'est très impopulaire parce que la particularité de l'armée française, c'est qu'elle combat sur son sol. Donc quand on fait du pillage de fermes, on pille des fermes françaises. Donc évidemment, ça crée un problème spécifique. C'est compliqué et c'est illégal, bien sûr. Donc la mission de la gendarmerie, c'est d'aller justement, dans ce cas-là, identifier les responsables et de les traduire devant la justice militaire. Mais très souvent, les officiers de l'armée considèrent que les gendarmes se mêlent de ce qui ne les regarde pas, que les hommes ont le droit de piller quand il s'agit d'améliorer l'ordinaire. Et vous voyez, on est typiquement au cœur de ces situations conflictuelles. Alors, qui crée une image assez épouvantable dans la littérature des tranchées et notamment dans les journaux de poilus. Blaise Sandrard en témoigne ici. Alors, c'est très exagéré l'histoire qu'il raconte ici, mais c'est quand même assez éclairant. Les poilus étaient tellement exaspérés contre les gendarmes, dit-il, que dès qu'un de ces sales embusqués qui faisaient du zèle leur tombait entre les pattes, ils lui plantaient un crochet de boucher sous la mâchoire et le suspendaient sans forme de procès et sous les colibés à une branche. Bon, alors il y a une légende qui a longtemps circulé, qui circule encore d'ailleurs, c'est la légende des gendarmes justement pendus à des crochets de boucher à Verdun. On appelle ça souvent la légende des 3 gendarmes, on dit 3 cadavres de gendarmes retrouvés, etc. C'est faux, c'est évidemment faux parce que ça aurait nécessairement laissé des traces dans les archives. Il n'y a pas de gendarmes tués par des soldats pendant la guerre. Mais ce type de légende, c'est une légende qui dit bien quel est le fantasme au fond d'une partie des soldats de cette époque-là qui en veulent énormément aux gendarmes. Et ça va peser longtemps parce que après la Première Guerre mondiale, se crée le statut de l'ancien combattant. Et il y a notamment en 1927 la création de la carte du combattant. C'est un statut qui reconnaît ceux qui ont combattu, qui bénéficient de quelques droits, notamment des droits aux retraites, etc. Et une des particularités, c'est que quand cette loi est votée en 1927, elle exclut les gendarmes, qui ne sont pas classés comme catégorie combattante. Alors, ce qui est en fait le reflet de l'impopularité des gendarmes auprès des anciens combattants, qui ne voulaient pas justement que les gendarmes bénéficient de la même loi, mais ça va créer une frustration énorme chez les gendarmes anciens combattants qui ne comprennent pas pourquoi eux qui étaient aussi au front, même si leur mission était différente, ne bénéficient pas de cette reconnaissance. Donc vous voyez, là on a un très bel exemple du fossé qui se creuse et qui pourrit un petit peu le climat dans cette période. Alors, malgré tout, et j'introduirai ici une nuance importante à mon propos, on peut avoir le sentiment, notamment après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920, que les choses se passent toujours bien et que globalement la parenthèse de la Première Guerre mondiale se referme.
C'était la grande volonté des années 20. On dit les années folles, mais en fait, le rêve des années 20, c'était pas de faire la fête, c'était de revenir à l'avant. Le rêve, c'était d'effacer 14-18 et de considérer que tout allait reprendre comme en 1913. Et évidemment, c'est pas possible. Mais dans ce rêve-là, il y a notamment l'idée, justement, de maintenir cette relation apaisée police, gendarmerie, société. Et vous la trouvez, par exemple, je trouve que c'est assez intéressant ici, à travers la police de la route qui se développe. Alors c'est un nouvel enjeu. Je vous ai dit qu'il y avait un code du roulage en 1851. Le code de la route que l'on connaît, il date, lui, de 1921, parce qu'évidemment, il a fallu s'adapter à l'automobile, qui change quand même pas mal les données du problème, qui a été un gros sujet de tension, notamment parce que la question des limitations de vitesse a longtemps été gérée au niveau municipal. Ce qui veut dire que chaque municipalité fixait la vitesse limite. Ce qui était très compliqué parce que vous changiez de commune et vous passez d'une absence de limitation à une limitation au pas du cheval. C'était le plus courant, 8 km/h. Donc évidemment, ça pose des soucis et pour les gendarmes, c'est impossible d'intervenir dans ce type de configuration. Du coup, il y a une nouvelle réforme en 1928 qui fonde en fait la police de la route moderne, qui la confie à la gendarmerie, qui est présentée comme l'institution la plus apte à assurer cette police de la route, qui crée notamment le système qu'on connaît encore aujourd'hui des amendes express, ça s'appelle des amendes express, c'est-à-dire un système où il n'y a pas de procédure judiciaire, la contravention est directement réglable auprès de l'agent et le dossier ensuite est réglé, mais qui insiste aussi, vous le voyez dans cet extrait du journal Paris Soir, qui insiste sur la dimension pédagogique de la police de la route. Les résultats sont excellents, me dit le gendarme, nous sommes surtout des éducateurs. Nous verbalisons très rarement. Nous apprenons aux chauffeurs, aux cyclistes, aux piétons les lois du code de la route que bien peu connaissent. Et pour cause, elles sont toutes neuves. Et il n'y a pas vraiment de permis de conduire. Il y en a un, mais il est purement formel à cette époque-là. Donc ça, vous voyez, c'est quand même assez éclairant. Et ce qu'on lit là est vrai jusqu'aux années 60, à peu près. Jusqu'aux années 60, il y a bien sûr des répressions, il y a bien sûr des amendes, mais globalement, le rôle principal de la police de la route, c'est secourir, parce qu'il y a énormément de mortalité sur les routes. Donc c'est aller au secours et éduquer. Et c'est notamment tout le travail de lien avec les écoles qui se met en place à partir des années 1950, notamment, sur la police de la route. On retrouve ça à Paris. Vous voyez ce policier, ici, c'est en 1927, qui apprend aux Parisiens indisciplinés à traverser dans les clous qui sont l'ancêtre du passage piéton. Et évidemment, là aussi, ça suppose un peu d'acculturation. C'est la même année, 1927, qu'est installé le premier feu rouge dans Paris. Du côté de Strasbourg-Saint-Denis, si je ne dis pas de bêtises, mais ça serait à vérifier. En tout cas, on a une évolution qui, globalement, ici, est relativement acceptée, qui s'accompagne aussi d'une modernisation. Je ne rentre pas dans les détails, mais les policiers et les gendarmes ont désormais eux-mêmes des automobiles. Ils ont désormais le téléphone, ça c'est très important, parce que le téléphone facilite la plainte, le signalement d'urgence. Et à Paris notamment, on met en place ce petit dispositif, les kiosques avertisseurs, qui vont rester en place très longtemps d'ailleurs. Le dispositif est donné. Si vous avez besoin de parler à la police, vous brisez la glace et vous êtes mis en communication avec le poste central. À une époque où le téléphone est rare, c'est en fait l'ancêtre des services d'urgence qui se met en place. Et qui témoigne donc, là, dans la continuité du XIXe siècle, d'une volonté de ménager les relations police-société. Mais tout cela va se fracasser sur les tensions extrêmement fortes qui vont se développer dans les années 30, 40, 50. J'en distingue 3 ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez, après, on en reparlera dans la discussion. Là, je vous résume vraiment à très grands traits. La première chose, c'est tout simplement la France des années 30 connaît, alors guerre civile, le mot serait trop fort, mais des tensions politiques paroxystiques. Ça, il n'y a pas de doute.
à l'extrême gauche, le Parti communiste, et au moins jusqu'en 1934 dans ce qu'on appelle la tactique classe contre classe, qui est une tactique d'opposition totale, radicale, de recours à l'illégalité, y compris à saboter les dispositifs militaires. Louis Aragon, en 1931, a ce célèbre poème « Front rouge », vous voyez, « Faites valser les kiosques, les bancs, les fontaines Wallace, descendez les flics, camarades, descendez les flics », ainsi de suite. Donc vous voyez, là, on est dans une rhétorique, hein, mais qui n'est pas si éloignée des pratiques. Parce qu'à ce moment-là, dans les manifestations communistes, on en a au Havre, on en a à Roubaix notamment, les affrontements ne sont pas simulés. Il y a des morts. Donc ce niveau de violence, de tension, il existe. Mais les tensions vont être encore plus fortes du côté de l'extrême droite, parce que les années 30, c'est surtout le développement en France d'une extrême droite puissante. Alors, il y a tout un climat international, bien sûr, Mussolini, Hitler, un climat médiatique, parce que dans les années 30, toute une partie de la presse vraiment bascule du côté de l'extrême droite, et il y a un discours de plus en plus virulent, antisémite, notamment xénophobe, qui se développe. Et puis, il y a également, bien sûr, le développement de mouvements nationalistes, les ligues, ce qu'on appelle les ligues, mais qui deviennent des partis, et qui sont extrêmement puissants à la fin des années 30. Le moment le plus connu, mais ce n'est pas forcément le plus... c'est pas le seul, c'est le 6 février 1934, une manifestation, justement. Manifestation confuse, il n'y a pas que l'extrême droite, mais il y a surtout l'extrême droite. Ça dégénère, il y a des affrontements toute la nuit avec la police, il y a 15 morts. 15 morts, 2000 blessés. 14 morts côté manifestants, 1 mort côté policier. Et cette manifestation, avec son bilan tragique, suscite là aussi un fossé total entre la police et l'extrême droite. C'est-à-dire que la police est considérée par l'extrême droite comme l'agent de la République franc-maçonne. La rumeur qui s'impose immédiatement, c'est que tous les policiers sont francs-maçons, que tous les policiers sont justement payés pour surveiller l'extrême droite, etc. Alors, j'aime bien ce dessin du canard enchaîné, 2 semaines après le 6 février 34, qui vous présente cet homme bandé et le passant qui l'interroge, garde mobile. Est-ce que c'est un garde mobile qui vous a fait ça? Non, automobile, ce qui rappelle aussi l'évolution de la société des années 30. Mais en tout cas, la politique s'en est mêlée dans les années 30 et du même coup, les policiers et les gendarmes sont pris finalement dans le piège ici à se retrouver finalement dans l'adversité par rapport aux forces politiques qui se développent à ce moment-là. Alors la deuxième ombre au tableau, incontestablement, est la plus célèbre et la plus terrible. C'est la Seconde Guerre mondiale. Alors dans la Seconde Guerre mondiale, il faut bien comprendre, et là je vais être obligé d'être très bref ici, mais là encore, si vous voulez, on y reviendra. Il faut bien comprendre que l'arrivée de Pétain et de ses hommes à la tête du pays, c'est d'abord un règlement de compte, une revanche. Leur première volonté, c'est de se débarrasser justement de l'état-major policier qu'ils considéraient comme leur étant hostile. Il y a pas mal de révocations d'ailleurs. Pas mal de policiers sont liquidés, enfin licenciés, mis à la retraite d'office, parce qu'on ne leur fait pas confiance. Mais la plupart des policiers restent en poste. On en recrute aussi des nouveaux. Et ils ont une dimension plus stratégique que jamais parce que, comme la France a perdu la guerre avec l'armistice, elle n'a plus le droit d'avoir une armée, enfin il lui reste juste l'armée d'armistice, c'est très peu de choses. Et donc, l'usage de la force pour l'État repose presque exclusivement sur la police et la gendarmerie. Donc la symbolique est très forte, les policiers et les gendarmes, c'est stratégique pour Vichy, d'où cette volonté de montrer la police nationale comme étant l'outil de la révolution nationale. Ça, c'est le programme de Vichy, la révolution nationale. C'est ça, travail, famille, patrie, l'idée de créer une contre-révolution, en réalité, réactionnaire ici. Alors, dans ce dispositif, la police a une place stratégique, mais en réalité, les questions ici vont très vite, enfin les questions de transformation de la police vont très vite devenir secondaires parce qu'il y a une urgence, une double urgence.
D'abord, la collaboration, et ensuite la lutte contre la résistance. Les deux sont liés. La collaboration, c'est tout simplement la nécessité pour l'État de Vichy, dans la logique des accords de collaboration, de trouver un terrain d'entente avec l'Allemagne, en particulier pour ce qui concerne la déportation des Juifs. La question se pose à partir de la fin de l'année 41, début 42, au moment où a été prise la décision d'extermination des Juifs, au moment où l'ordre est donné de planifier donc des déportations de toute l'Europe occupée. Donc à ce moment-là, il y a au fond deux options. La première option, c'est celle qui sera appliquée en Belgique notamment ou aux Pays-Bas. C'est l'option consistant à laisser l'armée allemande faire le travail. Et au fond, les Français ne font rien, laissent faire, mais ne font rien. La deuxième option, c'est celle que défend René Bousquet, que vous avez ici à droite, qui sourit dans sa pelisse de laine parce qu'on est en janvier et qu'il doit faire froid à ce jour-là à Marseille. La position de René Bousquet, c'est qu'il faut négocier pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il ne faut pas laisser les Allemands utiliser leurs armes et leurs cartes de police en France. Ça donnerait le sentiment que Vichy n'est pas indépendant. Non, Vichy n'est pas indépendant, mais on est dans une fiction, dans une volonté d'apparence. Donc, premier argument, l'idée qu'on ne laisse pas les autres faire le sale boulot, vaut mieux le faire nous-mêmes. Deuxième argument, et ça c'est le plus important pour Bousquet, si on le fait et si on le fait bien, les Allemands seront reconnaissants et on peut échanger. Et la volonté ici de Bousquet va être d'obtenir davantage de moyens, notamment des munitions, des armes, parce que c'est ça qui est fondamental pour la police à l'époque, des possibilités de recrutement, etc., en échange de la participation de la police et de la gendarmerie française à la solution finale. Alors très concrètement, ça se traduit notamment par la rafle du Veldiv, 16-17 juillet 42. C'est la première opération pour laquelle, là, on a vraiment ce contrat, on va dire, de collaboration qui est mis en œuvre dans le cadre de la politique de déportation. Et donc, dans le cas de la rafle du Veldiv, le principe est simple, l'Allemagne fixe un objectif chiffré, et ensuite, c'est l'administration française, la police, qui se débrouille. C'est-à-dire qui dresse les listes d'individus à arrêter, qui envoie les policiers les arrêter, etc. Alors, évidemment, après, toutes les questions de l'histoire-fiction se posent. Est-ce que cette solution a pu être plus humaine? Enfin, je vois mal comment on peut argumenter en ce sens, mais il y en a qui essayent de le faire. Est-ce que, dans tous les cas, cette solution a changé quelque chose au bilan? Bon, ça, c'est des débats qui ne dépendent pas uniquement de la question ici de l'utilisation de la police. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Mais néanmoins, ce qui est très frappant, c'est que la France est un des seuls pays d'Europe à avoir mobilisé sa propre police pour justement participer directement aux opérations de l'extermination, enfin de la déportation, puisque bien entendu, le travail des policiers s'arrête une fois que les trains partent. Exemple emblématique ici du film Nuit et brouillard d'Alain Resnais. La bonne image est ici, avec le gendarme qui surveille le camp de Pithiviers, parce que les gendarmes sont chargés de garder les camps de transit, donc les camps à partir desquels partent les convois ensuite vers l'Est, et là après c'est l'Allemagne qui s'occupe de la gestion des trains, et quand le film donc est présenté au Festival de Cannes en 1956, la censure exige le rajout de ce pilier qui n'existe pas, dont on se demande bien où il va d'ailleurs là-dessus, pour masquer un peu le képi et pour qu'on ne soit pas trop sûr de l'identité du gendarme, parce que évidemment cette mémoire-là, on ne veut pas trop la garder en tête. Alors, c'est justement un point important. Cette question de la participation des polices à la déportation ne sera pas le sujet principal de l'épuration. En 44-45 et dans les 20-30 ans qui suivent, c'est une question qui n'est pas ignorée, qui n'est pas négligée, mais qui est considérée comme secondaire par rapport à l'autre grand reproche qu'on fait à la police, c'est d'avoir lutté contre les résistants. Puisque les résistants sont tout simplement qualifiés de terroristes dans la France de 40-44. Donc la police et la gendarmerie ont pour mission de traquer les résistants,
de lutter contre eux, de les arrêter, de les torturer parfois, de faire tout ce qu'on peut imaginer ici. Et évidemment, les unités qui vont subir l'épuration la plus forte ensuite en 1944, ce sont justement les unités de police judiciaire qui étaient chargées de la lutte contre les résistants. Parce que là, il y a une logique directe de confrontation et de rapport de force qu'on comprend sans peine. Une certitude en tout cas, en 1944-1945, l'image de la police est détestable. Détestable parce qu'elle a désormais cette image de la police qui a servi Vichy, qui a servi l'Allemagne nazie. Et les choses ne vont pas énormément s'améliorer avec la question de la guerre d'Algérie, alors qui est plus spécifique à Paris ici, parce que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes pour la gendarmerie en province, mais je ne vais pas l'évoquer ici. Mais pour Paris, dès le début des années 50, la question du traitement des Algériens devient un sujet éminemment politique. Il y a la constitution d'une brigade des agressions et violences au sein de la préfecture de police, qui est en fait une police spécialement chargée des Algériens et surtout des nationalistes algériens, qui est donc une police politique qui vise à identifier ceux qui soutiennent les différents mouvements indépendantistes. Et ça va monter en puissance parce qu'on est dans une logique de guerre, tout simplement. La guerre d'Algérie se déroule aussi sur le sol français. Jean-Luc Einaudi, un journaliste important ici, a proposé l'expression de bataille de Paris pour désigner justement ce qui se joue à Paris en 60-61. L'expression, je crois, est juste. Il y a une bataille de Paris, en ce sens que les commissariats de police sont régulièrement mitraillés par le FLN, parce que le FLN a compris qu'il y avait une stratégie d'attentat à moindre coût, très facile et très efficace, qui consistait à arrêter une voiture devant un commissariat, à mitrailler le commissariat et à fuir le plus vite possible. Donc il y a des dizaines de morts du côté policier. Je crois qu'on est à 60 morts en 5 ans à peu près, donc ça relève vraiment d'une logique de guerre. Et de l'autre côté, il y a un couvre-feu, il y a des mesures discriminatoires, il y a des violences qui culminent bien sûr avec le 17 octobre 61, dont on a beaucoup reparlé, bien sûr, le mois dernier, mais qui, justement, traduit, finalement, le maximum, ici, de la violence policière en guerre d'Algérie. C'est un acte de guerre, tout simplement. On est dans une logique, ici, de guerre avec un véritable massacre. Mais qui témoigne, au-delà de la seule question des Algériens, d'un rapport à la violence qui est clairement toxique. On peut élargir ça au-delà de la guerre d'Algérie. On le voit le 8 février 62 au métro Charonne, manifestation des communistes principalement, manifestation en début de soirée qui est réprimée par la police. C'est un massacre, il y a 8 morts. Alors on inventera à l'époque une explication qui a longtemps été utilisée, mais qui est totalement fausse. Cette explication, c'était celle des manifestants qui se seraient écrasés sur les grilles du métro fermées, donc l'accident bête, ils sont étouffés, etc. En réalité, il y a bien eu 2 manifestants qui ont été tués par des grilles de métro, mais ce n'est pas des grilles de métro qui étaient fermées, c'est des grilles de métro qui ont été utilisées comme projectiles par des policiers pour lancer justement sur les manifestants. Donc on est dans un niveau de violence extrême qu'on retrouve aussi dans d'autres domaines. C'est un point sur lequel on est quelques-uns à travailler en ce moment, mais dans les années 50, il y a toute une thématique des violences policières, notamment en gendarmerie, qui est assez inédite. On voit bien qu'il y a eu un effet de la Seconde Guerre mondiale qui a été de décomplexer le rapport à la violence, de déchaîner finalement des formes de violence inédites, des passages à tabac, des actes de torture. Et en même temps, il y a quand même des avocats qui signalent, protestent, donc c'est relativement médiatisé. Mais on est vraiment dans une situation très problématique et qui pose la question de comment refonder justement cette relation police-société qui semble si abîmée dans les années 60, au lendemain justement de ce demi-siècle de crise et de guerre. Alors, cette période qui se termine peut-être avec la crise des Gilets jaunes, en tout cas de manière provisoire, c'est une période qui s'ouvre avec mai 68.
Alors je dis mai 68 par commodité, parce que tout le monde dit ça, mais il faut dire mai-juin 68. Parce que quand on dit mai 68, on ne retient finalement de l'événement que sa partie étudiante parisienne et manifestante, alors que les événements de mai-juin 68 intègrent aussi les grèves, les sorties de grève, les tensions extrêmement fortes en province au mois de juin 68. Et c'est notamment là qu'il y a des morts. Quand on regarde le bilan des morts de 68, il y a le 22 mai un commissaire de police à Lyon, René Lacroix. Le même jour, un étudiant à Paris, Philippe Mathiéron. Ce sont les 2 morts du mois de mai, dans des circonstances tous les 2 assez troubles, mais c'est bien des morts liées aux manifestations et aux affrontements. Et les 3 autres morts que vous avez ici, 2 ouvriers à Sochaux et un lycéen morts devant les usines de Flins, enfin noyés dans la Seine, ce sont des morts cette fois du mois de juin, liées à la sortie de crise qui en fait est plus violente, c'est souvent le cas. C'est souvent les sorties de crise qui sont les moments les plus conflictuels en réalité. Alors, il y a eu des morts en mai-juin 68, mais pas beaucoup, parce que c'est vrai que 5 morts par rapport à l'ampleur des manifestations, par rapport aux enjeux, et quand on compare justement avec quelques années plus tôt Charonne, le 17 octobre, il y a quelque chose d'assez miraculeux. Alors ce miracle s'explique par plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est que ce ne sont pas vraiment les mêmes policiers. C'est une question qui reste ouverte parce qu'on n'a pas pu mener d'études sociologiques complètes pour le moment sur cette police, mais il faut savoir que beaucoup de policiers avaient été recrutés, je vous l'ai dit, au début de la Seconde Guerre mondiale, avec cette police nationale qui devait être le fleuron de Vichy. Ces policiers recrutés en 40-41 par le jeu de l'ancienneté partent en retraite à la fin des années 60. Et la plupart d'entre eux sont plus en première ligne en 68. Donc les policiers de 68, ce ne sont pas ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ce sont aussi souvent pas ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont moins violents, mais ça veut dire en tout cas qu'ils n'ont pas eu la même expérience préalable, la même formation, on va dire, qui probablement prédisposait davantage à la violence. Il y a aussi une question stratégique. La préfecture de police pendant la guerre d'Algérie, c'était Maurice Papon, de sinistre mémoire, mais qui justement incarnait cette violence policière. Son successeur en 1967, c'est Maurice Grimaud. Alors il avait été nommé là justement parce qu'il n'était pas policier et pas très intéressé par les questions de police. Grimaud, il est nommé par De Gaulle avec une feuille de route très précise, réussir à désembouteiller Paris. C'était sa mission. Parce que Paris, à la fin des années 60, était devenu ce qu'elle est toujours, embouteillée. Et du coup, il y avait eu un gros projet qui se traduit notamment par la réalisation du périphérique au début des années 70. Et Grimaud, c'est quelqu'un qui était... il est formé en histoire d'ailleurs, qui était un haut fonctionnaire spécialiste de l'aviation civile, qui était un techno très doué en termes de transport. Donc sa mission, c'était ça. Bon, par la force des choses, il va se retrouver à gérer la crise la plus spectaculaire de l'époque, mais il va le faire d'une manière justement très nuancée, et notamment avec cette célèbre lettre du 29 mai, où il dit « Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. » Il faut bien comprendre que cette lettre qu'il adresse aux policiers est une lettre qui le rend immensément impopulaire auprès des policiers. On a des témoignages des syndicats de police de l'époque qui disent « Les adhérents des syndicats débarquent au syndicat en disant « On va à la préfecture, on démolit tout ». Grimaud, là, est devenu l'homme le plus détesté des policiers. Mais les syndicats, conscients que Grimaud ne leur est pas hostile et conscients surtout que la situation exige beaucoup de modération, vont calmer leurs adhérents et finalement la situation va s'apaiser. La police va beaucoup gagner après 68, parce que justement, un des effets de 68, ça va être la volonté de mieux traiter la police aussi, notamment en termes de temps de travail. En tout cas, 68, c'est un révélateur que désormais, il faut penser différemment le rapport à la police et à la violence. Alors cette question-là, elle va connaître plusieurs évolutions. Dans les années 70, je vais être très rapide ici sur l'évolution récente, mais dans les années 70,
on a quand même le sentiment qu'une vision sombre de la police s'impose. Cette vision sombre, elle est liée notamment à la figure de Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur du début des années 70, surnommé très poétiquement Raymond la Matraque, ce qui vous donne une idée du personnage et de la politique qu'il préconisait. Marcellin qui met la priorité sur ce qui concerne justement la police politique, la surveillance, entraînant justement la contestation des syndicats de police. Gérard Monat, c'est une des grandes figures du syndicalisme policier des années 70. Et vous voyez, le titre de son livre, il est important. « Flic ou gardien de la paix ?» Parce que justement, il considère qu'on veut faire des flics là où lui veut revenir à l'étymologie du gardien de la paix. Et de manière très significative, celui qui fait la postface de son livre, c'est justement Maurice Grimaud, qui désormais n'est plus préfet de police, qui n'est plus en odeur de sainteté par le pouvoir, et qui dénonce une police malade du pouvoir. Alors toute cette thématique-là, des années 70, on la retrouve de manière très forte du côté du cinéma. Je ne vais pas développer ici, mais un film comme Adieu Poulet, les personnages joués par Lino Ventura, à 1 degré moindre par Alain Delon, sont souvent des personnages justement plongés dans un monde de corruption, plongés dans un monde de compromission, et ça devient vraiment une thématique centrale du film policier, l'idée justement que le problème, c'est pas la violence policière, mais c'est simplement la soumission de la police au pouvoir politique qui l'empêche d'être réellement indépendante. Dernier élément dans les années 70 qui crée une situation d'inquiétude, c'est tout simplement le fait que la police ne répond plus aux attentes en termes de sécurité. Rappelons que ce qui a fondé la police, la légitimité de la police au XIXe siècle, c'est qu'elle faisait le travail qu'on lui demandait de faire. Mais voilà, dans les années 70, les statistiques, elles sont discutables sur plein de points. Il n'y a pas de doute, les statistiques de police, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais la courbe rouge ici, elle est trop spectaculaire pour être fausse. Il y a incontestablement une explosion des vols entre le début des années 60 et le milieu des années 80. Des tas de raisons, principalement la consommation de masse provoquant le vol de masse, en fait, tout simplement. Les deux sont liés. Le supermarché, typiquement, est le lieu de tous les achats, mais aussi de tous les vols. Donc, développement massif du vol, mais qui pose la question, que peut faire la police à partir du moment où son taux d'élucidation des vols et cambriolages descend de manière continuelle ? Au fond, est-ce qu'elle sert encore à quelque chose ? Même constat du côté de la lutte contre la drogue. Au début des années 80, à Paris, c'est du côté de la gare de Lyon, l'îlot Chalon, qui est emblématique de la faillite, justement, de la police face à l'héroïne. L'héroïne qui, dans les années 80, il y a un sociologue qui a une belle formule pour ça, il dit que c'est la catastrophe invisible qu'on n'a pas voulu voir, mais qui a tué massivement, et qui, justement, ici, montre l'incapacité également de la police à se saisir du problème. Alors, encore une fois, pour des tas de raisons qui dépassent, évidemment, ici, la responsabilité de la police. Je ne suis pas en train de vous dire que la police est devenue mauvaise en soi, ce n'est pas le cas. C'est juste que les nouveaux défis nécessitent des politiques sans doute différentes et qui ne sont pas forcément menées. En tout cas, il y a un décalage, une distorsion et une incapacité du même coup à satisfaire à la demande. Alors, après ce constat, finalement, on va avoir quelques tentatives de réponse. La première est la plus constante, finalement, dans les discours. Elle culmine à la fin des années 90, sous le gouvernement de Lionel Jospin. C'est le projet d'une police de proximité. Alors, cette police de proximité, je vous épargne le détail qui est très new management, mais il y a un point qui m'a toujours semblé éclairant pour comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. Vous avez ici une formule, un slogan qui a été mis en place par les communicants de la police pour expliquer aux policiers comment la police devait fonctionner sur le modèle proximité. 3 objectifs, 5 modes d'action, 7 modes de travail. Ce qui est important, ce n'est pas le détail, c'est le slogan. 3, 5, 7. 357 Magnum. C'est le nom d'une des armes les plus puissantes qu'on utilise en police. C'est-à-dire que pour vendre la police de proximité, on utilise un code qui renvoie à ce que la police a de plus létal
à de moins proximité. Il y a une sorte de décalage qui dit beaucoup du fait que la police de proximité, les dirigeants de la police n'en voulaient pas, très clairement. Sans doute, beaucoup de policiers n'en voulaient pas non plus, mais en tout cas, c'est une réforme qui n'est pas passée, qui n'a jamais été réellement appliquée, en partie parce que, justement, elle était en décalage avec les attentes des policiers à ce moment-là. Et c'est pour ça que le changement de politique va être assez net. C'est Nicolas Sarkozy, qui devient ministre de l'Intérieur en 2002 et qui va le rester avec quelques interruptions, qui va le rester, j'ai envie de dire, jusqu'en 2012, parce que même en tant que président, il était encore un peu ministre de l'Intérieur, mais il va marquer son empreinte longtemps sur la place Beauvau ou le secteur de la place Beauvau, et en 2003, il fixe sa doctrine en disant aux policiers de Toulouse, vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. La mission du policier, c'est d'arrêter les voyous, et justement, cette redéfinition du métier, elle transforme encore une fois les stratégies dominantes. Encore une fois, il faut bien comprendre que l'un des problèmes clés de la police ici, c'est qu'elle a deux missions, par définition. Prévenir le crime et réprimer le criminel. Mais les deux missions ne sont pas forcément compatibles. Parce que si vous voulez réprimer le criminel, vous n'êtes pas forcément bon pour prévenir le crime, et réciproquement. Et au fond, c'est un peu ça, ici, la question des choix qui est en discussion. Avec derrière ça aussi des enjeux de fond, je ne vais pas revenir dessus, mais le New Public Management et la transformation des techniques, des effectifs et des techniques de formation. Les effectifs de police ont eu tendance à diminuer jusqu'au début des années 2010. Ça a un peu changé ensuite, mais c'est resté assez compliqué. Dans un contexte qui, par ailleurs, est de plus en plus tendu. Et là, on peut rappeler notamment les émeutes de l'automne 2005, qui sont quand même un des grands événements des 20 dernières années. Assez frappant de voir d'ailleurs quand les historiens américains proposent aujourd'hui des histoires de France du XXe siècle, souvent ils arrêtent leur histoire de France aux émeutes de 2005, en considérant que c'est l'événement majeur qui fait rupture. Ce qui peut être discuté, ça peut être discuté sur plein de points, mais ça dit quelque chose aussi de l'impact qu'ont pu avoir les émeutes de 2005 sur la longue durée. Et je termine avec tout simplement le moment où tout ça va s'amplifier de manière quasiment irrationnelle. En 2015, les attentats terroristes, il y en avait déjà eu bien sûr, mais qui culminent en 2015, la manifestation Charlie, avec cette image sympathique d'un policier embrassant un manifestant, enfin plutôt du manifestant embrassant le policier, qui inspire la chanson de Renaud « J'ai embrassé un flic », qui dit beaucoup du changement aussi de la génération Renault, qui incarnait la contestation post-68 et qui désormais embrasse un flic. Je me souviens, en 2016, d'avoir discuté avec une éditrice avec qui je travaillais et qui m'avait dit qu'il faut absolument faire un bouquin là-dessus. Le sens de l'histoire, c'est le rapprochement police-société. On en a discuté longtemps, on a convenu qu'il fallait réfléchir encore un peu, on a bien fait. Parce qu'on aurait sorti un bouquin qui aurait été un contretemps magnifique. Parce qu'évidemment, derrière ce rapprochement qui se mesurait aussi avec la considérable augmentation des candidatures au concours de police, qui culmine en 2016-2017, il n'y a jamais eu autant de candidats au concours de police, 2 ans après, tout avait basculé. Avec notamment la crise des Gilets jaunes, mais pas seulement. Avec l'affaire Adama Traoré, avec la mort de Rémi Fraisse, avec la mort de Steve à Nantes, etc. Avec l'affaire Michel Zecler passée à tabac il y a 2 ans maintenant. Voilà, je ne reviens pas là sur la crise récente, je n'ai pas d'éléments particuliers, de lumière particulière à apporter là-dessus. Je pense que ce graffiti que j'avais trouvé le 4 septembre 2020 à Paris, je n'avais pas résisté à le photographier parce que je le trouvais très poétique. ACAB un peu quand même. ACAB, c'est le All Cops Are Bastards, qui est l'expression anglaise traduite par le « tout le monde déteste la police ». Le un peu quand même a quelque chose d'assez poétique, mais il résume bien l'incapacité de la société française à avoir un rapport pacifié à la police. Parce que on a aujourd'hui une polarisation des sentiments
entre haine et amour, puisque voilà, il y a les deux éléments. Et j'allais dire, on ne peut pas s'en débarrasser en disant les uns détestent, les autres aiment, ça serait trop simple. Bien sûr, il y a des catégories qui, pour des raisons assez logiques, assez compréhensibles, vont avoir plus de sympathie ou plus de haine envers la police. Il y a eu des enquêtes sociologiques très poussées pour montrer quels étaient les critères qui faisaient que l'on appréciait ou pas la police, et le critère de l'âge en particulier est déterminant. Les critères sociaux aussi, mais c'est moins significatif. En revanche, ce qui est très frappant, et la crise des Gilets jaunes l'a montré, c'est que beaucoup de Gilets jaunes étaient incontestablement ceux qui avaient une vision très positive de la police et qui revenaient des manifestations avec une vision extrêmement négative. Donc il y a une vraie ambivalence, sachant que ce n'est pas non plus forcément les mêmes policiers dont on parle dans les différents cas. Parce qu'encore une fois, la police est une institution éminemment plurielle et éminemment évolutive. C'était l'objectif de la conférence que de vous montrer justement que tout cela avait beaucoup changé et que l'histoire n'est évidemment pas finie, puisque ça c'est l'avantage, ça continue toujours à s'écrire et on pourra rajouter quelques slides dans les années à venir. Pas trop quand même, parce qu'en général, quand on rajoute des événements, c'est pas bon signe. Le rapport police-société, il vaut mieux ne rien avoir à en dire en général, c'est plus simple. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Je me demandais si vous aviez des exemples dans des pays voisins où on a pris à bras-le-corps ce problème de la mésentente de la police et société, et où quelques progrès ont été faits afin de nous donner de l'espoir. Oui, alors c'est une question qui... Je ferai deux remarques. La première, c'est pas pour me débarrasser de la question, mais il y a une vraie spécificité française d'avoir des polices qui ont une dimension nationale. Police nationale, gendarmerie nationale, c'est-à-dire que tout est à échelle nationale. Et ça, c'est une grande différence par rapport à la plupart des autres pays européens et même des États-Unis, où la police est une question souvent de compétences régionales. C'est notamment le cas dans les pays fédéraux, en Espagne par exemple, mais c'est aussi le cas en Allemagne, etc. Ça, c'est une vraie différence parce que du même coup, dans le cas français, les décisions vont forcément avoir une dimension plus politique, puisqu'elles vont forcément être discutées à une échelle nationale sans qu'on puisse parfois gérer les choses de manière plus fine. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément régionaliser la police, mais en tout cas, c'est la première remarque. Après, sur cette question de l'adaptation, donc, qui suppose d'abord qu'il y ait un diagnostic de problème. Les deux exemples sans doute les plus comparables, c'est le Royaume-Uni et l'Allemagne. Parce que des problèmes assez comparables dans des pays de dimension comparable ont pu être relevés. Du côté du Royaume-Uni, la grande question identifiée dans les années 80-90, c'est la question des discriminations. Puisqu'on mesure, il y a tout un travail de mesure justement des discriminations envers les minorités visibles, et donc l'idée que si on veut une police qui ne fasse pas de discrimination, il faut une politique volontariste de recrutement dans les minorités visibles. C'est ce qui se met en place. Ça s'est mis en place dans les années 2000 en particulier, et donc au Royaume-Uni, de manière variable selon les villes, mais il y a eu la volonté justement de faire de la discrimination positive au recrutement. Très honnêtement, les résultats, quand on voit les études sociologiques, ils sont difficiles à interpréter. On ne sait pas si ça marche ou pas. C'est très difficile d'évaluer justement l'état du rapport police-société. Mais en tout cas, il y a eu cette tentative. Et le deuxième exemple, je disais l'Allemagne. Alors l'Allemagne a fait le constat assez tôt, dans les années 90, qu'il y avait un vrai problème de maintien de l'ordre et que les manifestations devenaient de plus en plus violentes. C'est notamment très lié à tout ce qui tournait autour des technoparades. Parce que la technoparade est très puissante à Berlin, en Allemagne, et il y avait beaucoup d'incidents, ça dégénérait systématiquement. Et donc il y a eu la volonté de trouver un système de maintien de l'ordre qui soit mieux adapté à de nouveaux types de manifestants. Alors, très concrètement, c'est surtout passé par la mise en place de je ne sais plus comment on les appelle, il y a un nom allemand, mais mon allemand est trop rouillé pour que je le retrouve, mais c'est ce que j'appellerais des policiers de relations publiques.
c'est une traduction très littérale, des policiers de relations publiques, parce qu'en fait, leur mission, c'est justement de faire le tampon entre la manif et le policier, d'informer les manifestants de ce qui va se passer et de ce qu'ils encourent, de ce qu'ils risquent également, et de rendre compte auprès des policiers, parce que ça reste des policiers qui font ça, en disant, voilà, on a pris la température, ça va donner telle chose, etc. Donc en fait, il y a une catégorie de policiers dont la mission n'est pas de faire du maintien de l'ordre, mais de faire du renseignement. Mais pas du renseignement caché, du renseignement direct. À ma connaissance, ce projet-là, il avait été très très avancé en France. C'est-à-dire qu'au début de la présidence de François Hollande en 2012, il y avait vraiment un projet pour aller dans ce sens, pour mettre ce type de dispositif. Et c'est totalement tombé à l'eau. Je pense qu'ils n'en ont plus parlé. Ce qu'il en reste dans la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, c'est l'idée qu'il faut communiquer avec les manifestants. C'est devenu un objectif, mais dont les moyens restent très flous, parce que quand on regarde la mise en pratique concrète, il y a un exemple moi, que j'ai toujours trouvé très frappant, c'est que les sommations, pour l'essentiel, se font de la même manière aujourd'hui qu'elles se faisaient il y a 100 ans. Comme si aucune technologie ne rendait possible aujourd'hui des sommations un peu plus lisibles, un peu plus explicites. C'est pas beaucoup plus efficace. Voilà. Mais la question est dans l'air du temps quand même. Vous avez parlé essentiellement de la police et des manifestations. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots de la police judiciaire? Parce que je ne comprends pas son rôle, son implication. Alors, finalement, dans la question des relations police-société, la police judiciaire est beaucoup moins exposée. Parce que sa mission est beaucoup plus... si je dis légitime, c'est pas le mot, mais beaucoup plus lisible pour les citoyens. La police judiciaire, c'est la police des crimes et délits. C'est la police qui, justement, va être la police qui va traquer les criminels. Clémenceau avait une formule dans un discours en 1907 où il dit que la police judiciaire, je cite de mémoire, c'est la seule police qu'une démocratie puisse avouer. Ce qui est très excessif, mais ce qui veut dire qu'au fond, c'est celle pour laquelle il n'y a pas de débat a priori sur la légitimité de l'action. Alors que dans le cas du maintien de l'ordre, du renseignement et même de la sécurité publique, il y a toujours des discussions sur le bien fondé. C'est pour ça que du côté de la police judiciaire, on pourrait avoir le sentiment que la vraie question du rapport police judiciaire-société, c'est la question de l'efficacité. Est-ce qu'elle répond aux attentes? Et de ce point de vue, là, il y a une vraie évolution plutôt négative sur le dernier demi-siècle, mais qui s'explique par de nombreuses raisons qui ne sont pas uniquement d'origine policière. C'est la baisse notamment du taux d'élucidation des affaires. Parce que la police et la gendarmerie avaient un taux d'élucidation qui était élevé dans les années 50-60, qui va considérablement diminuer avec l'augmentation d'une délinquance de masse, notamment liée au vol. Et donc, mécaniquement, ça va faire descendre le taux de satisfaction. Alors, c'est très frappant sur la question du cambriolage, parce qu'on mesure notamment dans les années 80 l'idée que ça ne sert à rien d'appeler la police. On ne l'appelle que pour faire jouer l'assurance, parce qu'en fait, on n'espère plus l'arrestation du coupable ou la restitution des biens, on espère juste l'indemnisation. Donc, ça change la logique. Mais... voilà, du côté de la police judiciaire, son évaluation, elle peut se faire par rapport principalement à son efficacité. Ce qui est donc très différent. Parce qu'effectivement, du côté, en revanche, des autres visages de la police, là, c'est aussi la question du bien fondé de la mission qui se pose. Je voulais vous poser la question sur la régionalisation, dans la mesure où on voit une montée en puissance des polices municipales. Oui. Le fait que la police nationale... on a des fermetures de commissariats, etc. Et on le voit particulièrement en banlieue parisienne, avec des regroupements. Et le fait que l'on arrive à des solutions municipales, est-ce que ce n'est pas finalement une manière indirecte de faire une police de proximité sans l'avouer? Alors, vous posez la grande question de comment interpréter le développement des polices municipales. Parce qu'en fait, il y a plusieurs lectures possibles, plus optimistes ou plus pessimistes. Le premier constat qu'on avait pu faire dans les années 80, notamment, quand les polices municipales reviennent, donc en complément, voilà, comme aujourd'hui, en complément de la police nationale, c'était l'idée que la police municipale trahissait une logique sécuritariste. Et c'était l'image de la police municipale de Nice en particulier,
qui était la plus nombreuse et la plus financée de France. Et donc on avait l'idée que la police municipale, c'était au fond un caprice de maire désireux de jouer la carte de la sécurité. Et puis ça change très vite, parce que justement des besoins nouveaux de sécurité s'expriment, et surtout que, vous le disiez, la police nationale, pour des tas de raisons, ne va plus forcément assurer l'intégralité de ses missions. Et du même coup, le développement considérable des polices municipales, on peut le lire de manière pessimiste comme finalement un moyen pour l'État de se défausser sur les municipalités, ou de manière optimiste comme un moyen pour les municipalités de reprendre la main sur les inflexions et les priorités stratégiques qu'on peut donner à la sécurité. Alors là, ça dépendra beaucoup du rapport de force entre les pouvoirs locaux et les gouvernements. Parce qu'évidemment, une des questions clés, c'est quelle est la marge de manœuvre des municipalités dans un cadre qui reste malgré tout régalien, puisque la police reste une compétence régalienne. Et donc, les polices municipales sont limitées à des fonctions pas négligeables, mais qui sont un peu plus subalternes. Alors, il y a quand même un point important, moi, je crois, et surtout quand on regarde en banlieue parisienne, ce qui est très frappant, c'est que la police nationale, dans les 50 dernières années, s'est externalisée de manière spectaculaire. Aujourd'hui, dans les grands commissariats de la banlieue, il n'y a pas un policier qui habite la ville où il travaille. Et souvent, ils habitent très loin. J'ai un collègue qui a fait une étude sur le commissariat de Creil, dans le sud de l'Oise, qui est commune de banlieue, et il avait montré que la distance moyenne entre les policiers et le commissariat où ils travaillent était de plus de 50 km. Donc voilà, et c'est extrêmement important parce que une des conséquences majeures, c'est une distance à l'égard du territoire. Une distance psychologique, une distance sociale, une distance culturelle, qui pose problème parce que on demande aux policiers justement d'être finalement dans le territoire, dans tous les sens du terme. Est-ce que les polices municipales peuvent suppléer à ça ? C'est pas sûr. Mais ça, c'est toute la question de ce qu'elles deviendront. J'aurais évoqué 2 points, s'il vous plaît. C'est le fait... Alors là, on est vraiment dans l'actualité tout à fait contemporaine. Ce sont les agressions qui se multiplient contre la police d'une manière tout à fait frappante. Et frappante est à prendre au sens propre. Y compris, d'ailleurs, on agresse les pompiers. Et il y a même maintenant des policiers en civil qui sont agressés quand ce n'est pas les membres de leur famille. Ça, c'est le premier point. Donc, agression contre la police qui va crescendo. Et deuxième point, mais là, on n'est pas vraiment dans le sujet de ce soir, mais c'est quelque chose qui me turlupine, c'est que je connais certains policiers, donc certains me disent qu'ils estiment que les magistrats sont de plus en plus laxistes, et en particulier pour les jeunes délinquants. Alors, je ne porte pas un jugement de valeur, mais je vous dis ce que j'entends dans la bouche de certains policiers. Merci pour votre question. Alors, je vais commencer par répondre à votre deuxième question, parce que cette question du laxisme, en fait, c'est une très vieille histoire. C'est un discours qui apparaît de manière assez nette à la toute fin du XIXe siècle par rapport à la question du vagabondage. Parce qu'en fait, une des missions les plus chronophages des policiers et des gendarmes à la fin du XIXe siècle, c'est de rafler des vagabonds. Il y a encore beaucoup de vagabonds. Dans le code pénal, c'est un délit. Ils doivent donc être arrêtés, conduits devant l'autorité municipale ou judiciaire, le plus souvent judiciaire. Et ensuite, c'est l'autorité judiciaire qui décide. Et alors, le schéma devenu typique à la fin du XIXe siècle, c'est des gendarmes et des policiers qui passent 2 ou 3 heures à conduire le vagabond dans des conditions très compliquées, parce qu'évidemment, il n'y a pas forcément de bonne volonté, jusqu'au magistrat, qui le relâche en 20 secondes, parce qu'il ne peut absolument rien en faire. Parce qu'en fait, le code pénal de 1810 est totalement inadapté 80 ans plus tard. Donc, à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle, apparaît dans notamment les journaux de gendarmerie, il y a toute une presse professionnelle qui est un peu une sorte de forme de syndicalisme, apparaît justement cette critique du laxisme des juges. Alors, c'est une opposition en fait qui va être de nature fonctionnelle, parce que tout simplement, les logiques sont totalement différentes. Le policier doit obéir à la lettre justement des consignes qui lui sont données, et le magistrat doit, lui, assumer la part d'interprétation. Donc finalement, une des clés ici, c'est que
cette distorsion entre les deux, c'est un jeu de rôle, forcément, un jeu de dupes, si on veut, aussi, mais dans tous les cas, c'est surtout parce que y a une loi qui ne fonctionne plus, quoi, qui simplement n'est plus adaptée, quelles qu'en soient les raisons. On retrouve ça de la même manière aujourd'hui sur la question du trafic de drogue, et notamment pour tout ce qui va concerner les petits trafics ou la consommation. Un policier doit réglementairement faire une procédure s'il voit un fumeur de shit dans la rue. Bon, ils le font plus vraiment, en tout cas pas trop en banlieue parisienne, mais en théorie ils doivent le faire. La probabilité d'une poursuite est nulle, parce que la justice n'a pas les moyens ou la possibilité d'engager des poursuites à chaque fois. Mais au fond, encore une fois, la question, c'est juste que les deux fonctions nécessairement sont en discordance, et le point de discordance crée justement une frustration. Mais c'est pas ce terme du laxisme, si vous voulez, il est employé depuis longtemps, mais du coup, je pense qu'on ne peut pas du tout le prendre de manière justement objective. Les juges ne sont pas laxistes en soi. Ils font les fonctions qu'on leur demande de faire. Et leur fonction, justement, c'est aussi d'adapter le jugement à la réalité de la chaîne pénale. Ils ont plus de marge de manœuvre que les policiers, pour le dire autrement. Et donc, c'est à eux d'assumer cette marge de manœuvre, mais du coup, ça crée cette image de laxisme de la magistrature. Donc ça, c'est pour répondre à votre deuxième question. Alors, sur la question des violences contre les policiers et gendarmes, c'est assez compliqué parce qu'il y a deux statistiques très différentes et qu'il ne faut vraiment pas confondre. Il y a la statistique des violences et la statistique des outrages. La statistique des outrages, les policiers eux-mêmes le disent, elle est inutilisable. Parce que c'est trop subjectif. Parce que l'outrage peut être utilisé, y compris hors de propos. On ne peut pas l'utiliser pour dire quelque chose de la société. L'outrage, c'est une infraction qui est trop sensible au contexte. La question des violences est différente, parce que la question des violences est mesurée objectivement par certificat médical. Donc s'il y a violence, là, il y a bien violence objectivable. Là, on mesure des inflexions qui ne sont pas linéaires. C'est-à-dire que ce n'est pas une augmentation linéaire des violences contre les policiers. Il y a eu une tendance à la baisse dans les années 90-2000 et une remontée dans les années 2010. Je dis toujours ça parce qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le degré de violence dont pouvaient souffrir les policiers et gendarmes, notamment dans les années 80, où il y a une conflictualité qui est très forte et des manifestations qui peuvent être très violentes et qui peuvent vraiment dégénérer, notamment les manifestations des sidérurgistes en Lorraine dans les années 80, etc. Donc il ne faut pas oublier justement que le chemin justement ici est assez conjoncturel. Maintenant, c'est vrai que sur la période très récente, il y a une augmentation objective qui reflète des transformations sociales sans doute plus profondes aussi, mais qui est aussi peut-être davantage médiatisée. Et là, après, se pose la question de est-ce que la violence existe uniquement à l'état brut ou est-ce qu'elle n'existe pas nécessairement de manière toujours médiatisée, c'est-à-dire toujours au service d'un discours. Un discours qui peut être politique, qui peut être corporatif, qui peut être syndical. Les syndicats de police ont énormément changé dans les 30 dernières années. Ils ont radicalement changé de position sur beaucoup de choses. Donc il y a des intérêts derrière. Et du même coup, c'est très compliqué. Là, je peux vraiment pas vous en dire plus parce que je suis historien et mais mon champ de compétences s'arrête vraiment là avec les années 60. Au-delà, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'ai lu ou ce que j'ai entendu de collègues sociologues. Mais ce n'est pas mon terrain, je ne peux pas vous en dire plus. Mais j'ai tendance à considérer qu'il faut être assez prudent avec ces questions-là. Moi, j'avais une question sur l'équipement et l'équipement des policiers dans l'histoire. Et je me demandais, est-ce que l'équipement des policiers pour, par exemple, le maintien de l'ordre est aujourd'hui adapté ou alors qu'est-ce qu'il a été dans le temps? Et est-ce qu'on peut le comparer aux pays qui nous entourent? Par exemple, bon là, vous imaginez bien, je pense par exemple au flashball. Est-ce que c'est quelque chose qui est adapté? Est-ce que dans les autres pays, les policiers pour le maintien de l'ordre sont moins équipés? Mais est-ce que pour autant ils ont moins de résultats? Ou est-ce qu'ils ont plus de résultats? Voilà. Alors ça, c'est une grande question parce qu'il y a beaucoup d'éléments.
Si vous me permettez, je vais faire d'abord un détour chronologique très lointain, mais parce que ces questions-là, elles sont intéressantes à prendre vraiment sur la longue durée. Et il y a par exemple un débat qui a été très complexe, qui était le débat sur le cheval, l'utilisation du cheval en maintien de l'ordre. Parce que jusqu'au début du XXe siècle, on considérait justement que la principale utilité du cheval en gendarmerie, c'était pour la gestion du maintien de l'ordre. Parce qu'on considérait que disposer de chevaux, pouvoir faire des charges, pouvoir être en hauteur par rapport aux manifestants, c'était un avantage. Et ça permettait, selon certains, de limiter la violence utilisée. Alors, ce n'est pas forcément vrai. Dans les années 30, on va voir que ça dégénère beaucoup et que l'utilisation du cheval, justement, pose problème. Mais ceci pour dire que, vous voyez, la question de l'équipement, c'est vraiment une histoire de très longue durée. Alors maintenant, si on prend les 50 dernières années, je dirais qu'il y a deux logiques. Il y a une logique, on pourrait dire, de plus grand confort de l'équipement, qui ne prête pas trop à discussion. Je ne sais plus si j'ai mis les policiers de mai 68, je crois que oui. Ouais. Regardez, ça c'est les gendarmes en mai 68, ils ont une cravate. C'est pas très pratique, et surtout pas parce qu'en fait, ils se font empoigner et étrangler à la cravate. Donc c'est vraiment pas pratique. Et ça, typiquement, cette tenue-là, elle est totalement inenvisageable dans les années qui suivent. Et après 68, il y a toute une réflexion sur comment rendre la tenue plus fonctionnelle. Donc, critère du confort, dans le but, justement, surtout de tenir, parce que le maintien de l'ordre, c'est souvent une question de longue durée. C'est ça qui est en fait souvent à garder en tête. Les unités qui font du maintien de l'ordre, souvent, le font sur 8, 10, 12 heures. Donc, la question du confort de la tenue est capitale. Deuxième question, c'est la capacité de protection. Et ça, c'est autre chose. Parce qu'en fait, il y a la volonté légitime, on ne peut pas la discuter, de mieux protéger les agents, donc de les doter d'équipements renforcés. Sauf que ça crée un effet pervers, c'est que ça transforme le policier, selon ce qu'on appelle le modèle Robocop, en une sorte de cuirasse de moins en moins humaine. Et un des constats que l'on va découvrir dans les années 90, c'est que plus le policier ou gendarme est revêtu de couches d'équipements supplémentaires, plus on lui tire dessus, enfin plus on lui lance des objets, comme si finalement il devenait une cible. Alors c'est pas moi qui le dis, là c'est un général de gendarmerie justement, qui est mort très prématurément malheureusement dans un accident, mais le général Vicaire, qui au début des années 2000 avait fait toute une théorie qui avait suscité un énorme débat en gendarmerie, parce que lui, il avait été chargé d'un maintien de l'ordre très atypique. C'était le maintien de l'ordre sur le pont de Mitrovica au Kosovo. Il était chargé de tenir un pont avec deux communautés qui se faisaient la guerre. Donc là, évidemment, quand il est arrivé, ils lui ont dit « tenue Robocop obligatoire, vos gendarmes, vous les barricadez, sinon ils vont mourir ». Et au bout de quelques semaines, le général Vicaire a dit à ses hommes « voilà, on n'y arrive pas, on se fait caillasser en permanence. Il faut qu'on les surprenne, il faut qu'on y aille en tenue normale. » Et il a assumé lui-même d'y aller, il faisait très beau en plus, apparemment c'était l'été, d'y aller en bermuda et chemisette pour faire le maintien d'ordre. Et il expliquait, voilà, il avait fait que avec les volontaires, c'était pas, il ne pouvait pas l'imposer à ses hommes. Ils ont été assez nombreux à vouloir tenter l'expérience et ils ne se sont pas pris de cailloux. Alors, ça ne réglait pas les problèmes, derrière les tensions existaient. Mais il disait, voilà, le constat est fait. Si on arrive en donnant l'impression qu'on est cuirassé, c'est qu'on est dans une logique de guerre. Et du coup, les autres sont dans une logique de guerre. Alors ça, ce débat-là, il va être finalement réglé par le fait que l'expérience du général Vicaire, elle est difficile à transposer et quel commissaire ou quel général de gendarmerie prendra le risque d'exposer la vie de ses hommes légitimement. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un élément important. Et le dernier élément, c'est celui de l'armement offensif. Donc, qu'est-ce qu'on utilise ? Pendant longtemps, on a cru que la panacée, c'était les gaz, les lacrymogènes. Là aussi, ça a été très compliqué d'introduire les lacrymogènes parce qu'ils sont mis au point dans les années 20 et les premières utilisations qu'on fait des lacrymogènes, c'est contre les manifestations d'anciens combattants qui, pour beaucoup, avaient connu les gaz dans les tranchées, vous imaginez. Médiatiquement et humainement, c'est une catastrophe. Et du coup, on adapte, et c'est comme ça que, pour éviter
qu'il y ait le risque de sortir l'arme à feu, on va mettre en place ces outils dits intermédiaires, non létaux, notamment les lanceurs de balles de défense, les flashballs, etc., qui se sont beaucoup développés dans les 10-15 dernières années. Alors beaucoup plus en France qu'ailleurs, c'est vrai. Mais en fait, de ce qu'on sait, notamment après la crise des Gilets jaunes, la question au-delà de l'utilisation de ces outils, c'est surtout la question de qui les tient et comment ils sont formés. Dans les manifestations des Gilets jaunes, le nombre de tirs en lanceurs de balles de défense, il allait du simple au décuple, selon que c'était des CRS et des gendarmes mobiles qui sont formés à l'utilisation des LBD, ou selon que c'était des policiers des BAC, des brigades anticriminalité, qui n'ont pas du tout le même usage ni le même rapport à la manif. Et en fait, je pense qu'une des questions clés, au-delà des armes, parce qu'au fond, si on supprimait les LBD, il est probable que d'autres outils s'y substitueraient, dont on n'imagine pas aujourd'hui le potentiel de violence. Mais voilà, en gros, l'histoire tend à enseigner que tout peut devenir violent et dangereux. La question clé, c'est surtout comment on contrôle. Et le contrôle passe fondamentalement par la formation. Mais c'est ça qui a été, je crois, le cœur de la crise des Gilets jaunes, c'est qu'on a mis en première ligne sur les manifestations des Gilets jaunes des policiers qui n'étaient pas formés à faire du maintien de l'ordre. Pour des raisons qui, là, peuvent être discutées et ne sont pas totalement éclaircies. Mais si on met des policiers qui sont formés à ça, le risque est un peu plus limité. Oui, je voulais juste vous demander si vous était arrivé de faire ce type d'exposé devant des jeunes, et notamment des jeunes particulièrement tendus sur leur relation avec la police. Si ce n'est pas le cas, ça serait bien. Oui, ça ne me déplairait pas de le faire, mais l'occasion s'est jamais présentée directement. Voilà. J'ai fait ce type d'exposé devant des policiers il n'y a pas très longtemps. C'était pas toujours simple. Moi, je trouve que votre exemple du général au Kosovo, il est assez intéressant, mais j'ai une question là-dessus. Est-ce qu'on ne parle pas de deux situations complètement différentes, parce que dans les manifestations des Gilets jaunes, on a des gens qui viennent pour casser du flic, et là, votre exemple, il parle de deux populations qui veulent se taper dessus, oui, et pas nécessairement sur les intermédiaires. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Enfin, ça me paraît un peu bizarre. Non, mais vous avez tout à fait raison. En l'occurrence, la doctrine du général Vicaire, elle reposait pas du tout sur l'idée de généraliser ça, parce qu'il savait très bien que c'était impossible, il n'était pas dupe. Mais ce sur quoi il voulait pointer l'attention de sa hiérarchie, et il était mais pas du tout écouté, c'était sur le fait que c'est pas en renforçant des couches supplémentaires de moyens de protection qu'on allait régler les problèmes. Et je pense, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la stratégie allemande de maintien de l'ordre. Je pense que une des clés, notamment en Allemagne, c'est qu'il y a des policiers Robocop, parce que voilà, c'est difficile de faire autrement. Il faut bien les protéger, c'est normal. Mais en revanche, la mise en place de policiers de relations publiques fait que les manifestants ou les émeutiers, c'est pas forcément d'ailleurs, enfin, en tout cas ceux qui sont en face, peuvent parler avec quelqu'un qui n'est pas en protection totale. Et ça facilite manifestement l'échange. Alors évidemment, si vous êtes face à des gens qui veulent tuer des policiers, là, c'est pas possible. Et bien sûr, là, il y a des situations qui sont intenables. Mais quand on parle, par exemple, des Gilets jaunes, je pense qu'il y a une pluralité extrême des Gilets jaunes. Et donc, du coup... une des questions clés, semble-t-il, sur les manifestations des Gilets jaunes, c'était vraiment l'incompréhension. Le fait qu'il y avait vraiment une incompréhension des uns et des autres sur ce qui se passait. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que les Gilets jaunes, c'est une population primo-manifestante. La plupart d'entre eux n'avaient jamais manifesté. Et jamais manifesté en plus à Paris. Et souvent, ils ne connaissaient pas non plus Paris. Et ça, c'est capital, parce que quand j'évoquais tout à l'heure la manifestation Ferrer de 1909, ça montre bien une chose, c'est que la sécurité de la manifestation est aussi l'affaire des manifestants eux-mêmes, d'un service d'ordre, d'une expérience. Il n'y a pas d'incident dans... Enfin, si, maintenant il y en a, mais pendant longtemps, il n'y avait pas d'incident dans les manifs du 1er mai, parce que c'était une population qui savait à peu près ce qu'elle faisait. Il pouvait y avoir des incidents en marge, mais pas dans le cœur de cortège. Donc ça, c'est un point important.
Je me demandais qu'est-ce qui était fait, enfin qu'est-ce qui est prévu comme formation pour les gendarmes, les policiers, par rapport, par exemple, à leur manque de neutralité quand ils sont en fonction. C'est-à-dire les syndicats, les idées politiques d'extrême droite, le racisme, etc. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que ces gens-là, lorsqu'ils sont dans leur fonction, grâce à des formations, qu'est-ce qui est proposé pour qu'il y ait un changement à ce niveau-là? Pourquoi il y a des contrôles aux faciès comme ça qui continuent? Pourquoi il y a des gendarmes d'extrême droite qui, dans leur travail, ne peuvent pas faire abstraction de leurs idées propres politiques? Alors là, je peux vous répondre en 2 temps. La première chose qui est au fond la plus simple, il y a peu de formation, il y a un vrai déficit de formation en police et gendarmerie. Il y a une formation initiale, mais elle a tendance à raccourcir, y compris, parce qu'encore une fois, y compris parce qu'il y a des besoins. Il y a eu une panne de recrutement pendant un certain temps, il faut maintenant plus d'effectifs sur le terrain, on ne peut pas forcément avoir le temps de former comme il le faudrait tous les policiers et gendarmes. Donc là, il y a un premier problème qui est que la formation initiale, elle a tendance à se réduire. Il y a un deuxième problème qui est le plus important, je crois, c'est qu'il y a une sorte de culture professionnelle du rejet de la formation théorique dans la police et la gendarmerie. Ça se mesure très bien parce qu'en fait, il y a eu des enquêtes menées là-dessus. Les policiers reçoivent une formation initiale, font ensuite un stage longue durée. La première chose que leur disent tous les formateurs de stage, c'est « oublie tout ce que tu as appris à l'école ». C'est pas forcément vrai, hein. En réalité, c'est une manière de parler. Ils vont pas oublier ce qu'ils ont appris à l'école. Il y a plein de choses qu'ils appliquent. Mais ce discours-là est un discours qui crée finalement une défiance et qui quelque part, finalement, nuit à la possibilité de faire vraiment un travail plus fondamental sur les forces de police. Il y a eu des projets là-dessus. Mais ça, c'est très compliqué parce que, y compris au niveau de la hiérarchie policière, il n'y a pas de continuité. Dans les années 80, Pierre Jox avait mis en place un institut des hautes études de la sécurité intérieure qui visait justement à développer à tous les niveaux, depuis le sommet de la hiérarchie jusqu'à la base, notamment le code de déontologie, une réflexion aussi sur la pratique. Il y avait une idée assez intéressante qui consistait à proposer à tous les policiers des stages en fait, de prise de parole, de discussion comparée sur leurs pratiques, etc. Enfin, il y avait des choses qui ont existé, qui ont été mises en place, qui pour la plupart n'ont pas résisté. Hein. La plupart des institutions que j'évoque là n'existent plus ou ont été transformées. C'est assez compliqué parce que, pour répondre maintenant à l'autre aspect de votre question, la dimension politique, les gendarmes sont un cas particulier, ils sont militaires. En tant que militaires, ils n'avaient pas le droit syndical. Il n'y avait pas de syndicat de gendarmerie. Ça a changé depuis 10 ans, il y a des directives européennes, il y a maintenant des associations professionnelles de militaires, c'est des syndicats mais qui n'ont pas ce nom. Mais en gendarmerie, il y a une culture du silence là-dessus. C'est-à-dire qu'on reste dans un modèle où les idées politiques existent, mais elles vont être peu exprimées, peu visibles. Elles deviennent visibles en général à la retraite. Et ça, c'est un autre problème. En revanche, en police, c'est très différent parce qu'il y a un syndicalisme très puissant qui, pour des tas de raisons corporatistes, syndique vraiment toute la profession. Et ce syndicalisme, effectivement, est de plus en plus politisé. Et surtout de plus en plus uniforme sur le plan politique, ce qui n'était pas le cas. Hein. Dans les années 80-90, c'était très divisé, justement, c'était à peu près représentatif de la société. Ça l'est moins aujourd'hui. Mais après, il ne faut pas oublier non plus que la police recrute les gens qui veulent rentrer dans la police. C'est normal, hein. C'est le reflet aussi de la société. Il n'y a pas de spécificité policière là-dessus, et la police n'a pas vocation à dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Qu'est-ce que vous pensez du dispositif Déméter et des risques de dérive qu'il comporte, notamment vis-à-vis de la liberté d'information? Déméter, c'est sur l'agriculture, c'est ça, sur les systèmes ruraux. Donc c'est en gendarmerie, hein, c'est ça. C'est ça. Parce que là, par contre, comme je disais,
Sur le très contemporain, j'ai peu d'éléments précis. Non, alors, un seul point de réponse là-dessus, j'ai pas d'éléments précis à vous donner, mais un seul point là-dessus. Une des questions centrales que se pose la gendarmerie depuis longtemps maintenant, c'est la question de sa capacité à maintenir l'ancrage avec les populations rurales. Parce qu'en fait, la gendarmerie est devenue urbaine. Les gendarmes sont des citadins, par la force des choses, parce que les brigades sont de moins en moins nombreuses en zone rurale, elles sont des territoires de plus en plus étendus, et les recrues de la gendarmerie sont de moins en moins des enfants de paysans et de plus en plus des gens qui viennent de la ville. Du coup, il y a une vraie angoisse du côté gendarmerie à ce que la gendarmerie ne perde pas justement ce qui a longtemps été sa capacité d'immersion dans le monde rural, agricole, le monde de la chasse, etc. Du coup, c'est pour ça aussi qu'ils rajoutent des dispositifs de ce type. Je ne peux pas vous en dire plus sur ce dispositif lui-même, parce qu'après, il pose beaucoup de questions, comme le posent aussi les dispositifs voisins vigilants et autres, sur les dérives qu'il peut entraîner. Mais je n'ai pas d'éléments là-dessus. En revanche, cette question-là vous intéresse, je me permets de vous signaler le film de Xavier Beauvois qui vient de sortir, il est sorti cette semaine, Albatros, qui est un film très intéressant, cinématographiquement très intéressant, et aussi vraiment, toute la première heure est une sorte de vision naturaliste du métier de gendarme qui est extrêmement bien faite, extrêmement parlante, je crois, notamment sur cet ancrage encore très fort dans le lien avec le monde agricole.